Très heureux de vous retrouver dans cette salle bien garnie. Vous étiez peut-être l'année dernière derrière votre écran, parce qu'on était sur un format mixte présentiel et distanciel. Donc très heureux de faciliter les échanges que vous allez avoir pendant ces journées ici à Vichy. Et avec donc cette première table ronde qu'on va ouvrir sur un thème qui va forcément nous intéresser autour de l'engagement. L'engagement au sens large, engagement très divers. Et la volonté du département autour de l'organisation de ces Noches Pro cette année était vraiment de laisser une place importante aux jeunes pour qu'on essaye de mieux comprendre par leurs témoignages leurs motifs d'engagement, ce qui les a intéressés, ce que ça leur a apporté dans leur vie d'adulte maintenant. Donc vous allez entendre dans les 2 heures qui arrivent beaucoup de jeunes témoigner. Et on va commencer tout de suite avec les jeunes du Conseil départemental des jeunes de l'Allier. Ils sont 4 à me rejoindre, ils vont m'accompagner toute cette table ronde. Augustine, Ethan, Liliane et Noé, vous êtes les bienvenus. Venez. Bienvenue à mes côtés pour qu'on puisse discuter pendant les 2 heures qui arrivent avec les différents intervenants qui vont se succéder. Vous allez pouvoir naturellement intervenir autant que vous le souhaitez pour apporter votre regard, pour peut-être questionner un peu plus tous ceux qui vont passer par cette table cet après-midi. Vous avez pas mal travaillé votre intervention aujourd'hui pour voir voilà, ce que vous souhaitiez faire exprimer. Vous avez une particularité, c'est d'être tous les 4 engagés, tous les 3 actuellement donc au sein de l'instance départementale de jeunes du département de l'Allier. Vous êtes tous les 3 en 3e. Vous allez nous parler un petit peu de votre mandat. Et puis Lilien, alors lui c'est un peu l'ancien maintenant, puisque toi tu étais dans l'instance il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans. Tu continues à être engagé, donc ton regard va nous intéresser aussi pour voir comment, voilà, après 2 ans passés dans l'instance, comment ça t'a changé peut-être la vision de ton engagement. Peut-être tout simplement, première question, vous puissiez nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager pour participer à votre manière à l'instance départementale jeunesse. Qui est-ce qui veut commencer? Honneur à toi. Allez. Bon. Ça marche, ouais. Dis-nous alors. Moi, si je me suis engagée, c'est parce que c'était une ancienne amie à moi qui était conseillère départementale. Et elle m'a beaucoup convaincue sur ça et que ça pouvait être une très bonne expérience pour moi. Qu'est-ce que tu retiens alors de l'engagement que tu as aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais? Est-ce que ça t'a peut-être apporté d'autres choses en plus encore? Bah, ça m'a rapporté beaucoup plus parce que je suis venue un peu à l'aveugle, je savais pas vraiment ce que c'était. Et ça m'a vraiment aidée, même scolairement. Voilà. Alors, tout à l'heure, dans le plaidoyer qu'on a vu, le président disait un peu de pic qui a été fait. Vous avez réfléchi comme ça à quelques phrases pour peut-être appuyer un petit peu quel était le sentiment que vous aviez sur la politique jeunesse. Peut-être nous dire toi un peu la vision que tu as de ton engagement aussi au sein de cette structure. Alors moi, si je me suis engagé, c'est parce que j'avais envie d'aider mon département. J'avais envie d'apporter quelque chose, surtout de la jeunesse, de la représenter. Et ça m'a beaucoup apporté aussi au niveau d'éloquence. Avant, j'étais un peu timide, maintenant plus du tout. Ça m'a vraiment apporté. Donc, c'est-à-dire qu'avant, tu aurais eu du mal à prendre la parole peut-être aujourd'hui. Du coup, le fait de le faire devant des élus, devant des collègues conseillers départementaux jeunes, ça t'a ouvert à tout ça? Oui, tout à fait. Donc tu te dis que ça va être un atout pour la suite, j'imagine? Oui, ce sera un atout pour plus tard. Lilian, peut-être un mot. Ce qui m'a surpris quand on a discuté ensemble un petit peu, et puis après on reviendra bien sûr à toi, c'est que vous êtes des jeunes engagés, comme il y en a 32, je crois, dans le département de l'Allier, c'est ça, hein, qui sont avec vous. Mais j'ai envie de dire, vous êtes des super engagés. C'est-à-dire que quand on vous demande ce que vous faites, vous avez ce mandat, mais en plus, vous êtes au CA, vous êtes à la vie du collège, vous êtes impliqué dans des instances des fois communales, intercommunales, etc. Ce qui est ton cas, par exemple. Du coup, c'est quoi? C'est une envie de tout découvrir et de pouvoir participer, de prendre le plus de place possible pour pouvoir agir. À quel moment est-ce que tu te dis, ah bah voilà, je m'engage, mais j'y vais pas à moitié, et puis du coup, si je fais ça, j'ai envie de faire ça, puis ça, puis ça. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas que c'est une envie de découvrir, de tout prendre les places et tout. Au contraire, faut s'engager uniquement sur ce qu'on est capable de faire. Et faut se fixer les limites. Faut pas tout prendre juste pour prendre. Faut pas s'engager pour s'engager et à côté pas suivre.
Moi, pour le coup, l'engagement, au début, je voulais aider mes camarades, mais je savais pas trop comment. Et c'est arrivé par hasard. Moi, c'était en quatrième. La CPE était passée. Elle nous a dit, il y a le conseil départemental des jeunes. Et je savais pas encore ce que c'était. J'avais levé la main, j'étais tout seul et je me suis retrouvé dans cette formidable institution, du coup, qui est le conseil départemental des jeunes. Et j'ai tout de suite accroché. Et ça a vraiment été un moteur au quotidien pour aider les autres. Vraiment, je me sentais utile. Je savais pas avant ce que je voulais faire. Et là, j'ai trouvé une place et j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et ensuite, le conseil départemental passe, donc il y a Paris Jeunes, et actuellement, il y a donc le comité jeune de la NACEJ. Mais c'est vraiment une idée de vouloir aller plus loin, de vouloir aider davantage de personnes, et avec plus de moyens, plus on avance, plus les instances sont importantes, on a plus de moyens d'action et de toucher les jeunes. Toi, le démarrage de ton engagement, ça vient d'où? Moi, personnellement, ça vient de la primaire. J'étais dans le conseil municipal des jeunes. Donc, je me suis dit que je vais gravir les échelons. Je vais faire municipal, puis au moment départemental. Donc, arrivé en quatrième, on m'a proposé ça. Je me suis dit, je vais le faire. Je me suis dit, ça va m'apporter une occasion justement de faire quelque chose de plus grand. Ça m'a permis, là maintenant, je me sens important, un peu plus important. J'ai le droit à une parole au sein, par exemple, ici. Euh, Tout cela accompagné de des petites choses comme délégué ou au CA. Mais le conseil départemental des jeunes, au début, je me suis juste dit que c'était la suite de mon mandat en primaire du conseil municipal et que maintenant, il fallait que je fasse départemental. Quel regard les potes que vous avez au collège ils portent sur votre engagement? Comment vous êtes perçu? Est-ce que vous êtes repéré un peu comme le modèle qu'ils ont peut-être envie de suivre, ou au contraire ils se disent on comprend pas trop le temps qu'ils passent là-dedans? C'est quoi le retour que vous avez de vos amis? Ils sont très admiratifs devant ça, justement. Ils disent waouh, t'es parti au conseil départemental, dans l'assemblée, c'est incroyable. Ils sont vraiment admiratifs, très admiratifs. C'est un regard partagé? J'ai envie de dire que oui, sur les différents engagements que j'ai eus, les gens ont un regard positif, ils se font ouais, il est engagé et tout, c'est bien. Et en même temps, ils se font c'est bien, mais ça s'arrête là parce que ils savent pas nos missions, ils savent pas ce qu'on fait. On a vraiment un problème sur la communication parce que c'est ah il est engagé. C'est le monsieur question, quand on a question, tout le monde vient nous la poser, même si des fois on n'a pas la réponse, hein, parce que c'est pas nous qui gérons ça. Et derrière, on se retrouve comme ça en disant bah, je fais ça, mais ça les intéresse pas tant que ça. C'est juste je me suis engagé et ça s'arrête là. Noé, quand tu as vu le thème de la table ronde là sur l'engagement, qu'est-ce que tu t'es dit en découvrant ça? Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire sur qu'est-ce que tu penses de l'engagement des jeunes aujourd'hui, et est-ce que tu penses qu'il faut aller plus loin selon toi? Et la question s'adressera aux quatre, hein. Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore plus pour toi? Eh bien, les jeunes, je trouve que maintenant sont engagés, mais pas tous. La plupart, s'ils sont engagés, ils sont vraiment bien engagés dans plusieurs choses différentes, et d'autres sont vraiment là, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je verrais bien qu'on disperse un peu plus les élèves dans d'autres types d'engagement, que ce soit pas tous les mêmes qui aillent tous aux mêmes endroits. Christine, comment tu as réagi toi sur le thème de l'engagement, et qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu proposerais? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, que ça m'intéressait l'engagement, parce que bah moi, quand j'avais dit que j'étais conseillère départementale, il y en a plein qui ont cru que j'allais pas tenir, que j'allais partir au bout de 2 séances, et que même les gens, bah, les conseillers départementaux autres que nous, il y en a plein qui sont pas, bah, peut-être le temps, c'est compliqué d'avoir du temps, mais qui sont arrêtés de venir. Donc c'est dommage. Vous allez avoir l'occasion d'exprimer encore voilà votre avis, et puis le regard que vous portez avec l'âge que vous avez, l'expérience que vous avez, l'engagement que vous avez, tous les intervenants qui vont se succéder. Le premier qui va nous rejoindre, ça fait un petit peu la suite, hein. On a les conseillers départementaux, puis après les anciens, puis encore un peu plus anciens, même s'il est quand même jeune, hein, Théo. Il a 24 ans. Théo Abadi, qui j'invite à nous rejoindre sur le plateau, doctorant à l'université de Grenoble Alpes, et membre de la NACEJ. Bienvenue Théo. Merci beaucoup. Bienvenue.
Bon, on est dans le vif du sujet direct, hein, avec le témoignage de jeunes, avec leur regard sur l'engagement qu'ils portent dans l'instance départementale. Cet engagement, c'est quelque chose qui résume aussi votre parcours de jeune, engagé très tôt et engagé dans pas mal de structures. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé en tant que conseiller municipal enfant d'une petite ville qui s'appelle Carquefou. Les fans de foot connaissent, c'est dans l'ouest de la France. Coupe de France, c'est ça? Coupe de France, voilà. On a battu Marseille. Rien que ça. Donc voilà, conseiller municipal enfant, puis un petit trou pendant plusieurs années jusqu'à intégrer le comité jeune de la NACEJ, qui sera présenté un peu plus en détail par notre président demain. Et après, bon, bah, avec la NACEJ, énormément d'opportunités, beaucoup de choses, le défenseur des droits, le conseil d'orientation des politiques jeunesse qui vous serait présenté juste après par sa présidente, et puis bon, bah, après, les études, la vie qui avance, et puis là où j'en suis aujourd'hui, être devant vous pour parler justement un peu de mon expérience en matière de politique jeunesse. Alors le terme engagement, il est très large. Il y a des engagements très divers de la part des jeunes dans plein de domaines différents. Des jeunes parfois très engagés qui sont peu visibles, d'autres peu engagés, très visibles peut-être même. Vous, quel regard vous portez? Comment vous analysez aujourd'hui en 2022 la place qu'ont les jeunes et l'engagement qu'ils prennent dans la société? Alors, moi, je vais parler plus de mon expérience puisque je suis pas non plus, je connais pas tous les jeunes engagés, je connais pas toutes les formes d'engagement qui existent, hein, il y en a beaucoup trop. Mais moi, de ce que j'ai pu constater, des rencontres que j'ai pu faire, des jeunes que j'ai pu rencontrer, on s'aperçoit qu'il y a vraiment l'engagement, il peut s'entendre dans un sens extrêmement large, avec diversité de formes et de sujets qui est assez impressionnant. Hein. Ça va du sport hein, en passant par la solidarité, la culture. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec le Conseil d'orientation des politiques jeunesse. J'ai été en charge d'une intercommission pour rédiger un document de travail pour la présidence française sur l'Union européenne, sur la valorisation de l'engagement. Et ce que nous on tenait à mettre au cœur de ce document, c'est que l'engagement peut aussi se situer dans des actions qui vont être non structurées et qui ne seront pas partie d'une organisation, par exemple. Et entre autres, on avait l'exemple de l'engagement, ce qu'on a appelé l'engagement familial, à savoir ces jeunes qui peuvent avoir des petits frères et petites sœurs à charge, ou encore des parents ou des grands-parents à charge, ou tout simplement l'aide au voisinage. Nous, on a considéré que c'était une forme d'engagement qui avait, au même titre que les autres, besoin d'être valorisé, et que voilà, l'engagement c'était vraiment divers, et ça pouvait aller en fait, l'engagement c'est ce qu'on y met derrière, donc c'est un peu à la sauce de chacun, et voilà. Et il y a 1 milliard de formes d'engagement, il faut que les jeunes aient confiance qu'ils sont engagés et que du coup, après, il y a tout un jeu de valorisation sur le fait qu'ils apprennent des compétences, qu'ils apprennent un tas de choses. Comme ça a été dit précédemment, l'éloquence, hein, moi c'est pareil, quand j'étais tout jeune, une fois je suis monté sur scène devant 10 personnes, j'ai failli faire un malaise. Voilà. Maintenant j'ai un peu moins de problèmes et c'est en partie grâce à mes plusieurs années d'engagement. On n'a pas trop évoqué jusqu'à maintenant les freins qu'il peut y avoir à l'engagement, peut-être des jeunes qui auraient envie de prendre une place plus importante, mais qui se retrouvent confrontés à une problématique qui fait qu'ils peuvent prendre plus de place. Les principaux freins, vous, que vous avez relevés dans le parcours que vous aviez, et puis peut-être vous aussi, dans les freins qu'on a pu évoquer avec vous, vos collègues collégiens peut-être, ce serait quoi les principaux? Est-ce que vous avez 2-3 heures devant vous? 2-3 minutes? La liste est longue. Bon, il y en a 2-3 qui ont déjà été cités par les membres du CDJ. Si je devais en retenir quelques-uns, je reprendrais l'argument du problème de temps des jeunes qui arrêtent de venir, par exemple. S'engager, c'est prendre sur son temps libre, mais parfois aussi empiéter sur son temps scolaire ou professionnel. Je pense aux lycéens qui sont en alternance, par exemple. Ce qui n'est pas toujours possible. Moi, je parlerai d'un exemple personnel qui est celui de l'université. Depuis 2007, il existe une loi qui oblige les universités à valoriser l'engagement des étudiants. Cette valorisation passe par un système de valorisation par points, mais aussi par de la mise en place d'aménagement d'emploi du temps. Il m'a été répondu, alors que je demandais un aménagement d'emploi du temps, puisque je siégeais au COJ, donc j'avais été nommé au journal officiel, c'est quelque chose d'un peu institutionnalisé. Il m'a été répondu que je n'avais qu'à arrêter mes études si je voulais m'engager, ou tout simplement passer en enseignement à distance. Enseignement à distance qui, je le rappelle, est coûteux, puisque moi j'ai été étudiant boursier, et que l'enseignement à distance c'est 1 500 € le semestre, ce qui est un peu hors de prix. Donc quand on se retrouve à être un jeune et on nous dit si vous voulez vous engager, vous avez qu'à simplement arrêter de travailler, de faire des études, alors qu'à côté on nous dit qu'il faut qu'on ait fait des études
pour avoir un métier qui nous plaît, mais qu'il nous faut aussi de l'expérience, mais que bon, l'engagement c'est pas vraiment de l'expérience. On se retrouve dans une situation qui peut être un peu décourageante pour les jeunes. Et je trouve ça un peu dommage. De la même manière, l'engagement, il faut être honnête avec les jeunes sur l'engagement. Moi, ça fait du coup quelques années, j'ai eu plusieurs expériences à plusieurs niveaux. Les jeunes sont tout à fait capables d'entendre que tel événement ou tel groupe de travail amènera seulement à une possible évolution de ceci, cela. J'ai participé à de nombreux événements où on nous promet la lune, alors que derrière, en fait, c'est un bout de papier qui prend la poussière dans un bureau sombre d'un ministère ou d'une collectivité territoriale. Et en fait, bon, hormis perdre du temps, il s'est pas passé grand-chose. Et j'irai encore plus loin, puisqu'il y a une forme d'instrumentalisation de la jeunesse. Faire venir des jeunes sur une photo à un événement qui parle de la jeunesse sans leur avoir laissé la parole, ce n'est pas de la participation jeunesse, hein, je tiens à le rappeler, c'est tout simplement de l'instrumentalisation. J'ai eu le même cadre. Merci. Non, mais je pense que c'est important de le rappeler parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, ça arrive. De la même manière, j'ai participé au dialogue structuré au niveau de la Commission européenne. Je passerai les incohérences, hein, faire travailler sur des problèmes de santé, mais faire travailler les jeunes jusqu'à 2h du matin avec du Red Bull parce qu'ils n'ont pas fini, ça pose question. Faire venir 500 jeunes en première classe de toute l'Europe pour 30 minutes de signature, c'est pareil, ça pose quelques questions d'éthique, surtout qu'on traite de la précarité, par exemple. Mais j'ai découvert, puisque les jeunes qui participent, malheureusement ou pas, sont un peu toujours les mêmes qu'on croise dans certaines instances. J'ai rencontré une jeune scout que j'avais rencontrée lors de ce dialogue structuré, qui avait été en charge de la rédaction du draft final, et elle m'a dit que le retour qu'ils avaient eu sur le draft final avait été intégralement réécrit par les membres de la commission. Donc encore une fois, hein, si on prend la parole des jeunes et qu'on la réécrit, ce n'est pas de la participation jeunesse à la politique. Voilà, c'est tout bête. Je prendrai un exemple de réussite, à l'inverse, parce qu'il faut aussi souligner les choses réussies. Le défenseur des droits a fait une grande consultation des droits des enfants auprès des enfants. Toutes les propositions qui sont dedans sont des propositions issues des enfants, non réécrites. Voilà. Si je devais mettre en avant deux grands freins, ce seraient ces deux-là. Le temps et l'instrumentalisation de la jeunesse, et le fait qu'on ne leur dit pas vraiment ce qu'il va se passer après. Et peut-être qu'il faudrait d'ailleurs un peu plus généraliser le suivi des consultations ou des événements pour avoir, dans le détail, voir le résultat de ce qui a pu se passer après. Lilian, ce qu'évoque Théo sur la question du temps, là c'est sous l'angle université, sous l'angle lycée, t'es confronté aussi un peu à cette problématique? Oui, sous l'angle lycée, j'ai été confronté l'année dernière j'ai cumulé des fonctions au CA, au STVL, à la MDL, Commission des finances, etc. Et donc les réunions tombent toujours pendant les cours et on nous demande, nous élèves, de s'adapter, de préférence de ne pas venir à la réunion et d'aller en cours parce que le cours est prioritaire. Et après on nous engueule en nous disant mais vous n'êtes pas venu à la réunion, et on se fait bah c'était pas de notre faute finalement. Et je voudrais revenir aussi, j'ai une anecdote sur l'université de ce qu'il parlait. Je suis en L1 de droit, je viens d'intégrer donc l'université, et j'ai découvert la joie justement de ça. Et j'ai demandé cette année le statut d'étudiant responsable associatif pour pouvoir participer ici au Nage Pro, au congrès Arras. J'ai fait une demande à la commission, et la commission, lors de la première séance, a mis une réserve sous prétexte que mon dossier ne répondait pas à leurs premiers critères parce que je faisais partie d'associations étudiantes prioritaires. Et les associations prioritaires étudiantes sont le club de billard et de pétanque. Donc, j'aurais dû faire pétanque ou billard pour avoir le droit de venir. C'est un peu ça, on en est là du coup. C'est vraiment, on n'est pas reconnu. Ou quand on a un vrai engagement, on nous fait, c'est bien, hein, mais non, c'est pas compatible. Ça illustre ce que vous disiez. Et puis si je peux rebondir, moi quand on m'a refusé mon statut, on m'a répondu que les clubs prioritaires étaient les bureaux des étudiants qui organisent des soirées. Alors ils font plein de choses merveilleuses, hein, je crache pas sur les bureaux des étudiants, mais principalement ils organisent des soirées quand même. Et on m'a répondu ça, et alors encore plus honteux à mon sens, une de mes camarades était ambassadrice aux Nations Unies pour son pays à Genève. On lui a répondu que le statut ne pouvait pas lui être accordé parce que ça ne rentrait pas dans les critères de l'université. Ça pose quand même problème, hein. Enfin, je suis désolé, mais on peut pas encourager les jeunes à participer et derrière leur tenir ce genre de discours. Enfin, c'est pas cohérent. Demain matin, sur la table ronde, on regardera Nage Pro à 20 ans, donc on regardera l'évolution des politiques jeunesse. Si là, on se projette un peu plus loin,
Comment vous pouvez imaginer, vous, de votre point de vue, avec le parcours que vous nous avez donné, l'engagement que vous avez et que vous avez eu, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les années à venir, qui sont les éléments pour vous fondamentaux, si on veut que les jeunes prennent toute leur place? Question piège très compliquée et qui n'était pas prêt. Non, je rigole. Bon, tout simplement, déjà, je pense comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut plus d'honnêteté dans la manière dont on conduit les consultations de jeunes et les politiques jeunesse. Être honnête avec les jeunes sur ce qui va se passer après, sur ce qui est possible. Et à l'inverse, il faut que les jeunes osent, n'hésitent pas, que ce soit à se lancer, à participer. Je sais que ça peut être très compliqué, hein, la timidité. Il y a un tas de choses qui font que tout à l'heure, il parlait précédemment des problèmes de communication, il y a un petit peu un débat de chiffonnier. Mais oui, en effet, il y a deux, trois choses qui ne sont pas assez communiquées, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc il faut que les jeunes osent, il faut que l'on soit plus honnête avec eux sur ce qu'ils peuvent faire. Et en réalité, ils peuvent faire énormément de choses si on les écoute et si on prend en compte de manière sincère leurs paroles. Et après, malheureusement, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, il faut réussir à toucher un maximum de public. Moi, j'ai eu la chance, vraiment, je m'estime chanceux, hein, d'avoir pu faire autant de choses, d'avoir pu participer à autant de choses, hein, malgré les quelques désagréments avec l'université. J'ai eu la chance de pouvoir participer à un certain nombre d'événements, de pouvoir faire un certain nombre de choses, hein, je l'ai dit. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une forme d'élitisation de la participation jeunesse et des jeunes qui participent à certains événements. Je me suis retrouvé à être candidat pour la France pour le Forum européen de la jeunesse. Bon. J'ai fait mon bon candidat français qui ne parle pas bien l'anglais, ça a été une catastrophe. Je pense un des événements les plus traumatisants de ma vie. Et en fait, je me suis retrouvé face à des candidats d'autres pays du Conseil de l'Europe ou de formation politique qui étaient de véritables professionnels. Ils avaient 22, 23 ans, je n'ai même rencontré qui avaient 18 ans. Ils étaient prêts pour les élections présidentielles. C'est assez inquiétant ou pas, puisqu'il faut une fois de compétences, mais ça pose quand même un peu question sur la représentativité et sur ce qu'il y a derrière. Alors, je suis sûr qu'ils représentent une partie de la jeunesse, mais peut-être pas toute, et je pense que le problème vient encore une fois de la manière dont on permet aux jeunes de participer ou non à ces événements, qu'on aille les chercher ou non. Bon, j'ai parlé du fait du temps, mais par exemple, à titre d'exemple, au COJ, cette institution fait plein de choses de super, hein, je ne suis pas là pour la dénigrer, au contraire, toutes les réunions étaient en semaine, sur les horaires de bureau, puisque les autres membres sont des employés. Moi, en tant qu'étudiant, et alors encore plus pour les quelques lycéens qui siègent, ce sont des heures de cours, ce n'est pas possible. Jamais le week-end. Bah oui, le week-end, c'est sacré, faut pas travailler. Bah oui, sauf que là, les jeunes, c'est le moment où ils sont disponibles. Dans certaines formes d'engagement, qui sont notamment les engagements politique au sens politique publique, c'est beaucoup plus compliqué. Là où dans des engagements sportifs, par exemple, on n'est plus sur des horaires extrascolaires. Dernière question pour finir avec vous, Théo. Est-ce que vous êtes encore engagé aujourd'hui? Oui, alors c'est un peu plus compliqué dans la mesure où donc je suis doctorant, mais comme j'ai pas encore de financement, je travaille à côté à temps plein et je donne des cours à la fac en plus. Mais oui, je suis encore engagé. J'ai la chance dans mon travail d'être en charge des partenariats et des projets solidaires. Et du coup, on monte un certain nombre de projets avec les associations locales, les associations jeunesse, et on se rend compte que c'est parfois compliqué puisque justement, eux, ils ont eu manque de temps. L'avantage, c'est que dans mon travail, on travaille du lundi au dimanche après-midi, à n'importe quelle heure, donc on essaie de s'adapter pour pouvoir les rencontrer quand ça les arrange. Mais oui, j'ai encore une forme d'engagement, même si elle est beaucoup moindre et beaucoup moins intéressante et impressionnante que nos jeunes camarades qui sont ici. Merci beaucoup, Théo, d'être venu jusqu'ici. Merci à vous. Pour nous raconter un peu votre parcours et votre vision de l'engagement. Merci à vous. Et pour prendre votre place, eh bien, je vais inviter maintenant Marie Truducan, qui est présidente d'Unicité, ainsi que Vincent Clay, qui est ambassadeur d'Unicité. Et on va parler avec, bien sûr, avec tous les deux d'Unicité et de service civique. Quand on parle d'engagement, forcément, le service civique, on pense service civique, on pense Unicité, et on a pensé à vous, bien sûr, en tant que présidente d'Unicité, fondatrice de cette association. Donc, le terme d'engagement, c'est forcément quelque chose qui résonne fortement chez vous, j'en suis sûr. L'année dernière, c'était 145 000 jeunes en service civique. Votre idée de venir mettre le service civique et de le développer en France, il a déjà quelques années. Vous expliquez comment est venue cette idée? Ça va pas me rajeunir.
En fait, j'avais, je pense, 22 ans, donc c'est un petit paquet d'années. Dans les années 95, effectivement, à l'époque, il y avait le service national, 94 même. Il y avait le service national en France pour les garçons français qui étaient plutôt militaires avec quelques formes civiles, pour résumer. Moi, j'étais une fille, donc rien à voir avec le schmilblick, mais j'ai découvert que dans d'autres pays, il y avait des services nationaux, mais civils, pas militaires, et volontaires, pas obligatoires, et qui du coup permettaient de brasser des jeunes, mais avec la même idée d'une année de césure, hein, on va dire, une année au service de la société, où du coup, il faut quand même qu'on te donne un peu de quoi manger, donc il y a une petite indemnisation à la différence du bénévolat, parce que quand on prend une année off, il faut quand même manger, tout le monde peut pas se permettre de faire une année de césure comme ça, mais qui brassait du coup des jeunes de plein de milieux, parce que en étant un peu indemnisés, ça permettait de mélanger des jeunes de milieux plus défavorisés, des jeunes peut-être plus militants, qui ont une envie de participer à des instances comme ça de réflexion, mais c'est des instances de réflexion. Et à l'époque, on voyait bien que finalement, ce qui a été dit là tout à l'heure, l'engagement est assez élitiste, et c'est pas depuis aujourd'hui, en fait, c'est depuis toujours, que c'est souvent les CSP+, les Bac plus 3-4, voilà, de certains milieux qui peut-être spontanément ont ce réflexe. Je dis pas que c'est 100%, mais déjà à l'époque c'était ça. Et là on s'est dit, en proposant aux jeunes un cadre où pendant une année ils peuvent faire des choses concrètes, c'est pas forcément participer à des débats, mais aider des personnes âgées, isolées, aller aider des enfants en situation de précarité, à l'accueil des réfugiés, bon, des choses concrètes. Ça va peut-être parler à des jeunes pour qui des instances plus de réflexion ça parle pas. Et puis en leur donnant un encadrement, de la formation, un peu de sous, ça va peut-être aussi amener, démocratiser, on va dire, l'engagement et permettre de faire de la mixité. Donc c'était un peu ça l'idée au départ, c'était d'inventer une forme d'année de césure citoyenne qui permette de mélanger des jeunes de plein de milieux pendant une année pour à la fois construire la société concrètement, avec pour montrer que finalement on sait bien toutes les gouttes d'eau qui font la mer, et qu'il faut pas tout attendre des autres, mais aussi se dire qu'on peut avoir un rôle. Et il y a plein de jeunes qui pensent qu'ils peuvent pas avoir de rôle, que c'est foutu, qu'ils n'ont pas leur place ici, en étant actifs, on sentait, et j'avais vu dans d'autres pays en tout cas que ça marchait. Et donc c'était ça l'idée. Effectivement, Unicité, on l'a créé en 95, et le service civique c'est 2010, donc on a bien galéré pendant 15 ans. Avant que ça soit reconnu. Voilà. Et aujourd'hui, Exactement. 145 000 jeunes qui passent par le service civique. Il y en a à peu près 6 000, je crois, à Unicité, c'est ça? Si je compare aux chiffres État, parce que alors les acteurs de jeunesse dans la salle savent que l'État parle en stock et nous on parle en flux, c'est-à-dire donc en stock, l'État parle 145 000 en stock, donc nous en stock on doit être plutôt 14 000. Donc 10% à peu près, 10% du qui passent lot. par Unicité. Après, on a un rôle avec la Ligue de l'enseignement, avec un certain nombre d'autres acteurs, notamment de l'éducation populaire, mais on a un rôle aussi d'accompagnateur. Donc il y a les jeunes en orange qui il témoignera de son expérience à lui. On a gardé l'idée de base d'équipe, de mélanger et de faire intervenir les jeunes jamais tout seuls, mais en équipe, en mélangeant des gens de plein de milieux, de plein de niveaux d'études. Mais à côté, on est aussi un partenaire privilégié de l'État, des collectivités territoriales pour le déploiement du service civique en dehors de nous, par ce qu'on appelle l'intermédiation, la formation des tuteurs, essayer d'accompagner les acteurs qui se disent moi aussi j'aimerais bien, les élus locaux par exemple, les collectivités territoriales, certaines se disent pourquoi pas moi, accueillir des jeunes dans mes services, mais pour faire quoi? On n'a pas l'habitude de gérer des jeunes volontaires, on a l'habitude de gérer des fonctionnaires, et encore c'est pas forcément évident, donc c'est pas évident pour une collectivité. Donc on accompagne ces acteurs-là pour essayer de s'approprier le truc, le faire bien, respecter l'esprit fondateur quand même, que c'est pas des emplois déguisés, c'est une année de service à la communauté où les jeunes doivent apprendre des choses, progresser, apprendre ce qu'on appelle des savoir-être, des compétences transversales qui sont différentes de ce qu'on apprend à l'école. Donc voilà, on est aussi accompagnateur, on va dire, des collectivités notamment et des services publics. Je disais, vous avez été dans celle qui avait le plus poussé à la mise en place de ça, notamment auprès de Martin Hirsch à l'époque, avec le plaidoyer que vous avez porté. Du coup, vous avez le regard et le recul de voir comment tout ça a évolué. Quel regard vous portez sur comment le service civique a évolué, tant dans l'attente des jeunes, peut-être, que dans l'attente aussi des structures qui les accueillent? Je suis toujours positive, donc je vais dire d'abord les choses vraiment. Je suis évidemment fière et contente quand je vois qu'on a atteint, même si c'est en stock, 145 000 jeunes, ça fait à peu près 80 000 missions, c'est-à-dire 10% d'une classe d'âge. Une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes. Donc on a de quoi financer, accueillir 10% des jeunes qui voudraient s'engager. C'est énorme. En même temps, le pendant, c'est que c'est pas 100% et que, par exemple, les études montrent que 67% des jeunes, quand on leur explique vraiment ce que c'est que le service civique, parce qu'alors il y a une méconnaissance totale, on pense que ça y est, c'est parti, mais en fait, il y a plein de jeunes qui connaissent pas. Et ça, c'est quand même dommage, puisqu'ils ont même pas le choix de dire ça m'intéresse ou pas parce qu'ils ne connaissent pas, ou ils méconnaissent, ils pensent que c'est pour les étudiants, ou que c'est pour les jeunes paumés, ils voient pas qu'en fait c'est pour tout le monde. Donc il y a une méconnaissance. Donc moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'au moins les 67% des jeunes qui disent ça m'intéresse,
on est la place pour eux. Donc, c'est super, 145 000, c'est pas assez pour faire 67% de la classe d'âge. Et puis, c'est vrai qu'il y a des enjeux de qualité. Donc, ce qui me rassure, c'est que, bon, j'avais beaucoup poussé pour qu'il y ait alors ça s'appelle le comité stratégique, mais qui est une instance, on va dire, de réflexion collective, qui soit pas un truc juste de l'État. Enfin, les partis, la sous-préfète, donc comme ça je peux dire ce que je veux en même temps, mais que voilà, ce soit pas, ça y est, on file ça à l'État, puis l'État affecte du budget, puis l'État gère, l'administration gère. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on peut réussir, et heureusement pour le service civique, on n'a pas fait ça. Et Martin Hirsch a évidemment beaucoup aidé là-dessus, parce qu'il avait ça quand même aussi en lui. Donc, on a mis en place des instances de concertation. Alors, ça décide pas, mais moi, j'étais, cela dit, au CA de l'agence du service civique, ce qui est très rare pour un acteur société civile. Et cette instance, il y a des jeunes, il y a des élus locaux, il y a plein d'associations, petites, des grosses, et l'administration, qui décide des orientations, qui évalue, qui dit ça va pas, attention, là il y a des dérives. Du coup, il y a quand même une réflexion collective sur c'est quoi une mission de service, qu'est-ce que ça n'est pas, voilà, pourquoi on crée, c'est un outil, ça voulait être un outil de transformation de la société quand même, c'est pas juste un dispositif d'emploi aidé, on veut que les jeunes soient des acteurs et qui prennent conscience que même s'ils ont raté sur les bancs de l'école, même s'ils pensent qu'ils peuvent pas être acteurs, ils sont plutôt bénéficiaires des politiques publiques d'habitude. Là, c'est les deux. Ils sont, évidemment, ça leur sert à quelque chose. C'est 76% des jeunes qui trouvent un job et tout à la sortie. Donc, c'est un vrai tremplin. Mais à la base, ils sont là pour aider, pour être acteurs. Donc, ça renverse quand même le truc. Et donc, d'avoir mis en place ce comité stratégique, et j'espère que ça se fait au niveau territorial, pas complètement partout, et que ça soit pas que géré par l'administration d'État. Je pense que c'est hyper important, et ça fait partie des choses, je pense, qui sont à garder et qui ont fait la force du service civique. Après, il faut qu'on garde, par exemple, je trouve qu'il y a 98%, ou je sais plus combien, mais c'est plus que 90% des missions qui sont un jeune tout seul sur une mission. Moi, je pense que ça devrait pas être comme ça. On plaide beaucoup pour que ce soit au moins à 2. Voilà, c'est pas un emploi aidé, quoi. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui soient différentes de l'emploi aidé. Et donc, par exemple, de dire c'est au moins à 2 ou 3 par mission, c'est une manière de faire autre chose, de vivre une expérience qu'ils verront pas d'autres, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où tu as une responsabilité ensemble. C'est pas lui qui est responsable de ça, c'est les deux, ce petit collectif qui est responsable de la mission que vous leur confiez. Ça, c'est hyper différent, et ça permet d'amener des jeunes qui ont moins d'autonomie, qui n'ont pas confiance en eux, vers ça. Parce qu'un jeune tout seul qui n'a pas confiance en lui, il va pas dire oui, je vais prendre la responsabilité de cette mission, c'est impossible. Donc vous bridez les gens. Non, je vous dis vous, pas vous. Hein. On bride. Globalement. Voilà. Ouais. Et donc, en plus, ça permet le service civique, c'est dans le code du service national. Et parce que ça remplaçait un peu, finalement, même si c'était civil et volontaire, le service national n'existait plus. Et donc, c'est dans la loi que ça doit être une étape de mixité sociale. Si t'es tout seul, bon, évidemment, il y a la mixité avec les acteurs, les bénéficiaires, bien sûr, mais c'est pas pareil. Donc, il y a ça, je trouve, qu'on pourrait faire évoluer, même s'il y a de plus en plus de structures qui le font, qui confient des missions collectives. Voilà, dans la loi, il est prévu qu'il y ait des formations civiques, par exemple. Ça aussi, c'est un marqueur de différence par rapport à un emploi aidé. En service civique, tu sers la société, mais tu apprends par l'action qu'est-ce que ça veut dire d'être un citoyen, puis tu réfléchis à comment continuer demain à m'engager. Certains l'ont fait bien avant, mais franchement, c'est pas la majorité. Je suis désolée. Moi, dans les équipes, 14 000 jeunes qui passent par unicité, on a 38% qui n'ont pas le bac, 45% qui ont juste le bac. J'ai presque 20% qui habitent dans les QPV. Enfin, on a 8% honnêtement, on a vraiment, à la limite, une surpondération de jeunes qui relèvent d'habitude des dispositifs d'insertion. Et j'en suis très fière, et c'est super. Parce que pour le coup, c'est pas un dispositif d'insertion, et ils sont là pour être acteurs. Même si, évidemment, il n'y aurait pas l'indemnité, ils viendraient peut-être pas. Parce que quand on est en bas de la pyramide de Maslow, forcément, bref, on a besoin de manger quand même aussi. Donc, moi, ça me dérange pas quand ils viennent pour l'argent. Comme je suis crue, hein, mais comme le président du département, il est cru, je vois pas pourquoi je vais me priver. Voilà, mais c'est pas grave, parce qu'ils viennent pour l'argent, mais ils découvrent le plaisir d'être utile à une personne âgée, machin, et qui peuvent être acteurs, et donc le déclic, il est après. Et ben tant mieux. Parce que si on veut que le déclic, il soit avant, c'est pour ça que le terme d'engagement, des fois, je me braque. Parce que pour moi, c'est hyper élitiste. L'engagement, c'est hyper abstrait, quoi. À la limite, il y a une envie de solidarité chez tous les jeunes, même en bas de la pyramide. Ça, vous l'avez vu pendant le Covid. Les premiers qui distribuaient des repas à leurs voisins dans les quartiers, c'était les jeunes des quartiers eux-mêmes. Ça, c'est de la solidarité. Ils n'ont pas rationalisé est-ce qu'ils s'engageaient ou pas, quoi. Juste quand il y a des problèmes, ils gèrent, quoi. Et je pense que c'est humain, ils ont tous besoin de ça. Et ça, vraiment, pour moi, toutes ces années, là, avec ces jeunes qui font que je suis encore là, c'est ça, c'est de voir qu'on redonne de l'espoir à des jeunes, à tous les jeunes après, mais il y en a qui ont plus ou moins perdu l'espoir, quoi.
et à des jeunes qui pensent qu'ils sont rien. Mais c'est horrible de voir des jeunes qui sont tous des décrocheurs. Il y a des gens, vraiment, ils ont plus aucune estime d'eux-mêmes. Et je dis, les dispositifs d'insertion sont importants, mais ça les met quand même dans des cases. Et je trouve qu'il y en a qui sont pas mûrs, en plus. L'apprentissage, ils savent même pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Donc, pour moi, c'est aussi un tremplin. Donc, ça, c'est polymorphe, le service civique. C'est peut-être un dispositif d'engagement, mais c'est aussi quelque chose qui peut faire de la mixité. Et notre société, on en a vraiment besoin, parce que quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, c'est quand même un peu effrayant, de repli sur soi, de rejet des autres. On ne veut pas survivre comme ça. Donc, on a un vrai enjeu de cohésion. Et pour moi, c'est un outil qu'on sous-exploite à ce niveau-là. C'est un outil pour revisiter d'ailleurs les associations, les services publics, parce que finalement, ces jeunes, pendant 8 mois, ils aident quand même vos associations, les services publics. Ils produisent du service pour la communauté. Et en plus, ça les aide à eux à se sentir faire partie de cette société, à rebondir professionnellement, bien sûr. Donc, je pense qu'on le sous-exploite comme outil de transformation de la société en le mettant dans une case. Et c'est vrai, ils n'ont pas tort, vous l'avez pas dit vous, mais la table ronde d'avant, qu'il y a trop de dispositifs. Là, par exemple, cette année, vous allez me dire, on trouvait pas les jeunes pour le service civique. Il y a eu vraiment, l'année dernière, une baisse des candidatures, entre guillemets, mais parce qu'il y a tellement de flots d'informations de 15 000 choses que le service civique, il a disparu au fond de la liste des informations qu'on donne aux jeunes. Et au final, plein de jeunes qui pourraient pour qui c'est une vraie plateforme de remobilisation et de renouveau d'espoir et de confiance en soi et d'engagement, évidemment, le savent même pas. Donc ça me désole un peu. Mais quand même, franchement, c'est un des rares dispositifs qui a vécu la droite, l'autre droite, la gauche, le milieu, Et qui a survécu, voilà, qui a survécu. Donc, dans les 145 000 jeunes qui passent par an, on a l'exemple avec nous de Vincent Clay, qui est maintenant ambassadeur d'Unicité, c'est-à-dire que vous avez fini votre service civique et que maintenant vous avez un rôle auprès d'Unicité pour aller expliquer ce que c'est. Donc, vous êtes bien placé pour peut-être nous revenir un peu sur votre parcours. Votre service civique, c'était quoi? Oui, bonjour à toutes et tous. Pour moi, le service civique, ça remonte à octobre 2021. Je venais d'achever un master et j'avais pas envie de poursuivre tout de suite dans le monde professionnel. Je voulais vivre une autre expérience et surtout, en fait, j'avais envie d'être utile. C'est pour ça que je me suis dit, le service civique qui, pour rappel, est un dispositif qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans s'ils sont en situation de handicap, de s'engager dans une mission d'intérêt général pendant 6 à 12 mois et indemnisé à hauteur de 600 € net par mois. Je me suis dit que c'était un dispositif sécurisant avec un encadrement. Je me suis dit que c'était pour moi et donc j'ai foncé et j'ai rejoint l'association Unicité. Pourquoi cette association? Parce qu'en fait, Unicité propose, comme l'a expliqué Marie, un service civique en équipe et dans la diversité. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a attiré et ce pourquoi j'ai décidé de m'engager en service auprès d'Unicité. C'est cette occasion de pouvoir rencontrer l'autre, les autres jeunes, parce que on parle de la jeunesse, mais en fait, il faudrait dire les jeunesses. Et on m'a donné la chance de pouvoir rencontrer des jeunes que si je n'avais pas fait mon service civique à Unicité dans cette diversité, j'aurais pas pu les rencontrer. C'était une richesse humaine exceptionnelle. Rencontrer l'autre et faire ensemble sur une mission d'intérêt général, donc on est utile aux autres, on voit notre impact concret, c'est une action concrète où on peut voir au quotidien notre impact sur les bénéficiaires et du coup on prend confiance en nous et c'est vrai que ça a été une année incroyable et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer mon engagement à Unicité en tant qu'ambassadeur. Et peut-être pour parler de ma mission. Oui, ambassadeur, c'est quoi alors, ambassadeur Unicité? Ambassadeur Unicité, c'est notre rôle, c'est de représenter l'association. Donc je suis pas tout seul, j'aimerais quand même rendre hommage à Louise et Nabila qui sont les deux autres ambassadrices. Trois au niveau national. On est trois au niveau national. Et donc notre rôle, c'est donc de représenter l'association, représenter les volontaires actuels de cette année et aller convaincre les autres jeunes de faire un service civique, promouvoir le service civique auprès des institutions, des personnes qui sont décisionnaires, des partenaires, communiquer à l'externe et en interne auprès d'Unicité qui est un grand réseau. Et peut-être pour parler aussi de ma mission de service civique, moi j'ai fait une mission qui s'appelle Solidarité Senior. Donc c'est une grande mobilisation nationale depuis 2020 pour développer et déployer le service civique auprès des seniors, ce qui est un enjeu assez important. Et pour rebondir sur ce qui a été dit sur la table ronde d'avant, les jeunes qui s'engagent en service civique avec Solidarité Senior vont dans des structures. Ça peut être des EHPAD, ça peut être des résidences autonomie, ça peut être à domicile. Et en fait, ces missions qui permettent de favoriser le lien intergénérationnel
on n'y va pas sans bagage, on n'est pas largué dans cette mission. En fait, il y a un socle de formation qui est proposé par cette structure qui est Solidarité Senior, qui nous permet d'avoir quelques billes et d'être formés pour mener à bien notre mission. Et pour avoir rencontré du coup plein d'autres jeunes qui faisaient Solidarité Senior et qui étaient en EHPAD, même dans des services Alzheimer où c'est évidemment pas évident, ils et elles étaient ravis de leur mission. Enfin, ils se sont sentis utiles et ils ont construit des vraies relations. On parle quand même de l'intergénérationnel. C'était ma mission. Humainement, c'est très très fort ce qu'on peut tisser avec les personnes âgées. C'est une relation qui est, au début, c'est pas facile. Elles sont méfiantes. Il y a une prise de conscience, de confiance, pardon, qu'on tisse tout au long de l'année. Et quand on voit à la fin comment elles vont mieux et aussi, ok, on leur donne beaucoup, mais on reçoit en retour. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager, ce lien intergénérationnel et ce dialogue et être en lien les jeunesses et nos aînés. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Alors, vous êtes en contact souvent avec les jeunes pour leur expliquer ce qu'est le service civique. Alors, on peut applaudir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Augustine, à Ethan, à Lilian, à Théo, qui sont à côté de vous? Quels conseils vous pourriez leur donner si plus tard ils ont envie de s'engager dans un parcours comme le vôtre? Faut foncer. Allez-y. Comme l'a expliqué Marie, ce qui est cool et que je trouve incroyable avec le service civique, c'est que c'est un dispositif qui s'adapte à chaque jeune. Si par exemple vous sortez du bac et vous savez pas trop quoi faire, bah, si vous faites un service civique à ce moment-là, vous allez être utile, gagner en compétences, prendre confiance en vous et vous avez aussi le temps, ce temps d'accompagnement pour réfléchir à votre projet d'avenir. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent tout de suite après le bac dans les études et qui font 2 années, ils redoublent et après ils se réorientent. Prendre le temps tout en faisant quelque chose, en étant utile pour soi et à la société, prendre ce temps-là et après rebondir et tout de suite aller dans une formation qui nous convient, pour moi ça semble hyper pertinent et efficace. Il me semble que t'es déjà en études supérieures par exemple, je pense que tu pourrais tout à fait, si tu le souhaites, intégrer une année de service civique dans ton parcours. C'est un dispositif qui apporte également aussi aux personnes qui sont diplômées, qui ont fait des études. C'est pas des compétences que tu aurais acquis si t'avais fait dans tes expériences professionnelles ou encore à l'école. Ça va être des compétences comme les savoir-être. On apprend comment s'adapter, comment travailler avec des personnes vulnérables, comment travailler en équipe, parce que si on travaille en équipe et dans la diversité, faut prendre sur soi, faut apprendre à communiquer, à écouter l'autre. Donc on en ressort grandi et après à la fin c'est aussi valorisé dans le monde professionnel par les recruteurs. Ethan et Noé, peut-être, qu'est-ce que vous inspire les propos de Marie et de Vincent sur le service civique, sur l'engagement comme ça des jeunes? Est-ce que c'est des choses que vous aviez entendues? Est-ce que ça fait écho chez vous? Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Alors oui, c'est déjà des choses qu'on a entendues et ça nous donne envie aussi d'aller dans un service civique. C'est bon. Lilian? Alors, moi, je trouve que le service civique, c'est une super belle forme d'engagement. J'en avais déjà entendu parler et oui, l'ambassadeur a très bien rempli son rôle aujourd'hui, il faut le Bon, c'est bon. reconnaître. Et pour revenir à ce que vous disiez au tout début sur le service civique, vous disiez que des fois, vous manquez de jeunes ou que c'est mal vu. Et je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Où pendant longtemps, alors ça doit dépendre des collèges, des lycées ou des facs, hein, mais c'est vrai que nous, ça a longtemps été présenté comme, là en début d'année, c'est si on foire notre année, il y a le service civique. Écoutez, le service civique, c'est vous avez foiré, hein, vous êtes nuls, donc il vous reste qu'un seul truc, c'est le service civique. Ouais. Et c'est vraiment vécu, c'est vrai, mais c'est vécu comme ça, Ouais. c'est la porte de secours, hein, on peut plus rien pour vous, il reste que ça. C'est un peu ça, malheureusement. Ouais. C'est des choses que vous avez entendues, ça? Non, mais là, on fait une table ronde sur l'engagement. Regardez comment la France valorise l'engagement. C'est-à-dire que c'est le truc que tu fais quand t'as rien d'autre, que t'es vraiment paumé. Enfin, franchement, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on dit, il faut qu'ils s'engagent, machin. Il y a un truc d'engagement pour le valoriser, au lieu de dire, attends, t'as donné une année de ta vie à la société après le bac, t'as des points en plus pour aller dans Parcoursup. Tu rentres en haut dans l'algorithme parce que, tu vois, on te remercie d'avoir déjà 30% d'échecs en L1 parce qu'au bout de 3 mois, ils abandonnent vu qu'ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Ils sont là en terminale, on les presse. C'est aberrant. Donc, l'année de césure après le bac, indépendamment du service civique, c'est quand même un truc de base que les Français sont vraiment 20 ans en arrière. Donc, année de césure après le bac. Là, c'est pas une année de césure à rien foutre parce que, bon, certains premiers ministres ont dit oui, ça c'est vrai, l'année de césure pour aller voyager. Mais en fait, tout le monde n'a pas les moyens d'aller voyager. Donc là, tout le monde a les moyens de faire un service civique parce que c'est
pas assez indemnisé, mais c'est quand même indemnisé, donc c'est accessible. C'est pas génial l'indemnité, mais c'est accessible. Et pour moi, il faut le valoriser. Pour valoriser l'engagement, évidemment, dire tu t'as donné une année, on te remercie, tu passes au-dessus, à la limite, et au moins parce que rationnellement, quelqu'un qui a fait une année à prendre du temps, prendre du recul, mûrir, à réfléchir à ce qu'il veut faire dans sa vie, évidemment qu'il va moins faire d'erreurs d'orientation, c'est évident. Donc ça, je trouve que c'est une ineptie de ne pas pousser le service civique après le bac et de valoriser. Au contraire, là, ils sont pénalisés. Hein. Les jeunes qui s'inscrivent pas dans Parcoursup en terminale, qui font un service civique ou autre chose, mais admettons, ils font un service civique, ils postulent dans Parcoursup, ils sont pénalisés. Ils ont des points en moins, mais ils oublient d'avoir leur vœu 1 et 2. Donc, ils y vont pas. Et puis pareil à l'université, mais là il y a une loi, c'est encore pire, c'est comme les transports. Il y a une loi en 2016, effectivement, qui dit que les universités doivent valoriser l'engagement sous toutes ses formes, dont le service civique, mais pas que, et doivent autoriser l'année de césure pour service civique. Je sais pas les années de césure pour d'autres choses, mais Anna Sège, Théo, qui était formidable tout à l'heure, il sait mieux que moi. Mais pour le service civique, c'est pas du tout réel. Les facs, déjà, n'en parlent pas. Puis quand les jeunes ont le bonheur de le savoir par la porte de derrière, il y en a une sur 3 qui lui autorise son année de césure. C'est illégal. Donc ça m'énerve. Rapidement. Rapidement, je suis d'accord avec ça. Alors, j'ai une bonne vision du service civique parce que dans mon collège, il y a toujours eu un service civique et déjà même au lycée, il y a toujours un surveillant. C'est comme un surveillant, il est là, il nous accompagne au quotidien dans les devoirs, etc. Et j'ai déjà réfléchi à faire du service civique, sauf que la conseillère d'orientation de l'époque m'a répondu nettement, bah, attends d'avoir fini les études, hein, parce que du coup, c'est une année de perdu, tu vas être perdu dans les études, tu pourras pas reprendre, c'est compliqué, ça sert à rien. C'est vraiment comme ça qu'on me l'a présenté. Alors, dans quelques minutes, on rejoindra en visio Valérie Becquet, qui est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation, qui connaît très bien Unicité pour avoir été l'une des premières à analyser l'impact des services civiques. Avant cela, vous avez parlé de l'État il y a quelques instants. La secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du service national universel, Sarah El Haïry, ne pouvait pas être avec nous, mais elle nous a fait une petite vidéo. Donc, si on est bon en technique, on vous propose le message de Madame la secrétaire d'État et on se retrouve ensuite pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Je peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, mais je ne pouvais pas manquer cette occasion pour vous adresser ce message, alors même que nous fêtons aujourd'hui les 20 ans des rencontres nationales des professionnels et élus de la jeunesse. Alors les professionnels et les élus de la jeunesse ont une des plus belles missions, celle d'accompagner et de permettre l'épanouissement des citoyens de demain. Je crois véritablement que les métiers du lien et de la transmission offrent les plus grandes satisfactions. Le sentiment d'être parvenu à conduire un jeune là où il souhaitait accéder et parfois percevoir de la gratitude dans son regard des années après quand on le croise, par hasard, avec ce sentiment du travail bien accompli est absolument essentiel. Les rencontres nationales des professionnels et des élus de la jeunesse fêtent donc leurs 20 ans au moment même où certains pensent encore qu'avoir 20 ans en 2022 n'est pas chose aisée. Alors oui, le Covid n'a pas été facile, pour la jeunesse en particulier, c'est vrai. Mais on a vu réapparaître la notion de jeunesse sacrifiée. Et personnellement, je ne crois pas que ce terme soit très bien choisi, car il efface pour moi, d'une certaine manière, toutes les avancées qui ont été permises pour les jeunesses de France depuis plus de 5 ans maintenant. Et je pense en particulier, par exemple, au taux de chômage des jeunes aujourd'hui. Il est le plus bas depuis ces 40 dernières années. Nous avons donné la priorité à l'emploi des jeunes. Parce que oui, c'est l'emploi qui permet de s'émanciper. Grâce à l'apprentissage, avec le dispositif Un jeune, une solution, c'est plus de 9 milliards d'euros qui ont été investis pour nos jeunesses. Nous avons aussi mis en place une politique en faveur de la mobilité des jeunes. Je pense évidemment au permis à 1 euro, mais aussi aux tarifs étudiants, à Erasmus+, au développement d'Erasmus pour les apprentis, ou encore au corps européen de solidarité, au développement du service civique, mais aussi à toute la politique animation avec le comité animation qui a la vocation de refaire vivre ces temps forts. C'est également tout ce que nous avons mis en place pour permettre une vie quotidienne de qualité et épanouissante. Et je pense à la lutte contre la précarité et contre les précarités, à la lutte contre la précarité menstruelle, au repas à 1 euro, à l'aide pour la santé mentale, à l'aide pour les 100 euros pour la rentrée, ou encore à l'accès à la culture et aux loisirs avec le pass culture ou encore le passeport, sans oublier bien sûr tout le programme qui me tient à cœur de vacances apprenantes.
Alors aujourd'hui, l'engagement est un des thèmes principaux de vos programmes de débat et vous allez les commencer. Mais avant de conclure, je souhaitais redire à quel point je suis attachée à la valorisation des jeunes qui s'engagent. Et cela vaut quelle que soit la forme de l'engagement. Bénévolat dans un club sportif, fonction d'animateur dans une colo, engagement comme sapeur-pompier volontaire ou au sein de sa commune, engagement sous la forme de dons réguliers de sang. En réalité, il faut garder en tout cas ça à l'esprit. Il n'y a aucune hiérarchie dans toutes les formes d'engagement. Le plus important, c'est de découvrir son pouvoir d'agir, c'est de pouvoir être utile, et c'est bien l'essentiel. Alors, tous ici, gardons peut-être en tête une chose, pour toutes les jeunesses de France, nous avons non seulement le pouvoir d'être utile, mais aussi le devoir de l'être. Merci à tous, et je vous souhaite une très belle 20e édition du Nudge Pro. Voilà le message de Madame la secrétaire d'État à l'occasion de ces 20e Nudge Pro et de cet anniversaire. Je disais donc on va retrouver maintenant Valérie Becquet qui est avec nous en visio, qui est co-auteur l'année dernière d'un ouvrage sur l'engagement des jeunes, géopolitique de la jeunesse, engagement et démobilisation, et qui est donc professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Et je le disais, une des premières à avoir analysé l'impact du service civique, notamment unicité. Vous êtes avec nous, Valérie ? Oui, je suis avec vous depuis le début de la table ronde. Oui, bonjour à tous et à toutes. Eh ben, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, tout simplement, puisque vous êtes avec nous depuis le début, vous avez entendu ces jeunes, Théo, les jeunes du conseil départemental des jeunes, Vincent, la présidente du vous connaissez. Qu'est-ce que vous a inspiré déjà le début de cette table ronde, de ce que vous avez entendu sur ce thème que vous connaissez bien de l'engagement des jeunes? Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être en présentiel avec vous, hein, mais j'avais des enseignements à faire et donc je me suis engagée auprès de mes étudiants et donc je ne pouvais pas m'engager auprès de vous. Alors je pense qu'ils ont très bien résumé tout un ensemble d'éléments, en tout cas mis le doigt sur tout un ensemble d'éléments qui ne sont pas des éléments nouveaux, mais dont on voit qu'il y a une difficulté à lever certains freins, où Marie a parlé de manière toujours très passionnée du service civique, mais elle a pointé aussi tout un ensemble d'éléments liés à sa mise en œuvre. Alors ça, c'est ma réaction. Après, je peux développer à partir de là sur la récurrence en fait des constats qui ont été formulés là. Ils sont pas nouveaux, mais ça nécessite vraiment peut-être à un moment ou un autre de s'en saisir avec sérieux. Enfin, quand on entend parler de l'université, j'ai presque honte d'entendre que effectivement la question de l'engagement est perçue comme une activité secondaire, ou alors qu'elle est résumée à des activités historiquement inscrites dans l'activité des universités, mais du coup pas au fait en fait de la diversité des activités des jeunes. Donc c'est vrai que c'est très surprenant de voir que l'université est à ce point en retard par rapport à cette prise en compte des pratiques des jeunes, et on arrive, en tout cas dans le cas qui a été évoqué, à conseiller à la personne d'arrêter ses études, ce qui est quand même, ou de choisir entre les deux, ce qui est quand même, me semble, une aberration, mais qui, et ça c'est un point qui est ressorti dans plusieurs interventions, qui reflète encore la centralité en fait du parcours scolaire, de la réussite de sa scolarité, de la réussite des études, et cette réussite dans une conception très française en fait de la réussite sociale vient s'opposer, en tout cas entre en tension avec d'autres activités au cours desquelles les enfants, les adolescents, les jeunes adultes vivent des expériences et apprennent tout un ensemble de choses, ces compétences d'ailleurs qu'ils réinvestissent dans leurs études, parce qu'il y a une circulation entre les sphères d'activité, mais aussi dans leur emploi ou dans leur orientation. Donc c'est toujours très gênant de voir que on a beau répéter ça depuis des années et des années et des années, on en est encore à des frontières, en fait, une difficulté à penser ensemble des activités qui relèvent de sphères de vie. Voilà. Et ça me surprend toujours, en fait. Je ne sais pas si vous étiez... Je vais continuer à répéter ça encore pendant 20 ans, je pense.
Je ne sais pas si vous étiez avec nous au tout début de la table ronde. Il y a une petite discussion entre le président du conseil départemental et un jeune du conseil départemental des jeunes, où dans le plaidoyer, le jeune lui disait en gros, vous les élus, il va falloir nous écouter et bien répondre à nos attentes. Et le président du département répondant, répondre à vos attentes, c'est pas forcément faire ce que vous voulez, mais faire ce que nous on pense bon pour vous. Du coup, voilà, cette différence peut-être de vision entre l'institution, le pouvoir public et le jeune, comment vous l'analysez ça? Alors, ça va au-delà des questions d'engagement, c'est-à-dire qu'on a une vision très adulto-centrée en France de l'action publique à l'égard des jeunes. C'est pas toujours le cas dans d'autres pays européens où la question de l'autonomie, elle est pas simplement affichée, mais elle est pratiquée dans le système scolaire et par la suite au niveau des universités. Donc, effectivement, nous en France et même dans d'autres pays européens plutôt du Sud, on a une conception de l'engagement comme un apprentissage d'une future citoyenneté. C'est comme si on était dans une logique un peu préparatoire et effectivement avec une vision où l'adulte décide pour l'enfant, pour l'adolescent et pour le jeune. Et ça, c'est vraiment, je vais pas dire culturel, mais presque, hein, c'est-à-dire que même quand vous regardez les politiques publiques en direction des jeunes, on a à la fois une survalorisation de l'autonomie, etc., mais en même temps des politiques très familialistes, c'est-à-dire c'est la famille qui va recevoir tout un ensemble de subsides dans le cas des bourses, etc., etc. Mais voilà, donc c'est très embêtant, parce que cela veut dire que on va continuer à avoir un élu parmi d'autres. Hein. Il y a des élus qui vont dire totalement le contraire. Hein. Faut pas non plus faire une généralité. Mais ce qui veut dire qu'on est encore dans une logique où on va regarder, on va à la fois avoir une injonction à l'égard des jeunes à s'engager. On va avoir une forme de culpabilisation lorsqu'ils ne s'engagent pas, parce qu'ils ne prendraient pas leurs responsabilités. Et en même temps, on a une conception qui ne permet pas, en fait, qui ne crée pas les conditions réelles de cet engagement. Donc, on est vraiment dans une injonction paradoxale, il me semble, en France par rapport à ça. Et c'est pour ça que on pourra multiplier les tables rondes, les témoignages, etc. Et il faut le faire, mais on voit que on a ces résistances, ou en tout cas cette difficulté à changer de point de vue. En même temps, cet élu, il y a bien quelqu'un à un moment qui lui a fait confiance. Peut-être a-t-il perdu la mémoire, mais en tout cas, c'est arrivé. Discussion intéressante tout à l'heure avec Vincent qui nous donnait un peu l'élément qui l'a motivé à s'engager, l'envie de vraiment faire quelque chose d'utile dans sa vie. Est-ce que dans les travaux que vous avez menés, dans les observations que vous avez faites, est-ce que vous êtes arrivé à repérer quels étaient vraiment les éléments qui étaient vraiment leviers pour que les jeunes s'investissent et s'engagent? En fait, je pense que tout à l'heure, il a été dit qu'il y avait une vraie diversité des modalités d'engagement, des plus formelles, enfin institutionnelles, formelles, aux plus informelles, et y compris, et ça c'est intéressant, dans les sphères de vie, hein, c'est-à-dire que le fait d'engagement familial ou des éléments de solidarité de proximité. Du coup, c'est un petit peu difficile de faire une typologie en fait des motifs. Je pense que l'idée qui a été évoquée tout à l'heure, sur le fait que ça doit faire sens pour soi-même, je pense que ça c'est une dimension, ce qui fait sens pour soi-même. Et ce sens pour soi-même, c'est pas simplement une démarche individualiste. Hein. Par exemple, une cause, toutes sortes de causes peuvent avoir un écho avec sa propre expérience, mais aussi susciter une réaction. Donc effectivement, l'engagement, il est à penser dans un rapport aux autres, dans un rapport au monde. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut essayer d'évoquer à la fois les éléments de résonance avec les parcours, les histoires, etc. Les éléments de soutien, d'accompagnement. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du CPE qui a proposé quelque chose. Et donc, du coup, il y a un élément de déclencheur avec ce qu'on va appeler un autrui significatif qui va dire, ah ben tiens, ça peut être intéressant. Et après, dans le maintien de la motivation, où il y a ce qu'on fait concrètement, c'est-à-dire l'activité dans le cadre du service civique où on fait un projet qui nous intéresse, ou alors un projet qui nous permet de nous rendre compte qu'on sait faire des choses, alors peut-être qu'on nous a pas toujours dit qu'on savait faire des choses. Donc le motif, en fait, il est
il est à multiples facettes, hein. Et ensuite, il est variable selon la forme qu'on va privilégier. En tout cas, c'est toujours une résonance vis-à-vis. Enfin, il me semble qu'il illustre souvent un rapport au monde, ou en tout cas une résonance vis-à-vis d'un phénomène, d'un fait, d'un événement ou d'une expérience personnelle. Un mot peut-être aussi sur les travaux que vous avez menés avec un regard un peu au-dessus encore au niveau européen, voire même au niveau mondial. Est-ce que les jeunes Français sont globalement plus engagés que les jeunes d'autres pays en Europe ou dans le monde ou pas? Alors, moi, les questions c'est pas un reproche que je vous fais, mais les questions de plus et moins, ce sont des questions qui me semblent, qui n'ont pas réellement de pertinence. C'est-à-dire que je sais qu'on fait souvent ça dans les sondages, etc., plus moins de 68, etc., etc. Dans les différents pays, il y a des contextes en fait qui suscitent de la mobilisation. On le voit par exemple sur les protestations. Si vous comparez par exemple des jeunes Français à, je sais pas, des jeunes Égyptiens, comment voulez-vous dire si l'un et l'autre sont plus engagés, sachant que les conditions et les politiques de l'engagement ne sont pas les mêmes. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a des causes qui sont globalisées, mondialisées, des préoccupations qui sont partagées par les jeunes, et on les repère. C'est les questions de démocratie, les questions d'environnement, la question des droits civiques, la question de l'insertion professionnelle, on peut dire des problèmes de classe d'âge. Donc là, on voit des lignes de force se dessiner à l'échelle mondiale, mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Déjà parce que si vous prenez simplement le territoire français, on a entre le jeune qui vit en milieu rural et le jeune qui est étudiant, je sais pas, à Sciences Po Paris, déjà on a une hétérogénéité de pratiques qui est réelle. Voilà. Et est-ce que c'est plus, moins, je sais pas. Je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à l'épaisseur de l'expérience et regarder ce qui se trame dans les expériences plutôt que d'être dans une démarche quantitative en fait. Voilà. Dernière question, comme Marie, ça fait quelques années que vous analysez l'engagement des jeunes. Je sais que vous aviez été une des premières à analyser les chiffres de l'impact du service civique. Quel regard vous portez sur l'évolution, alors pas quantitative cette fois-ci, mais sur l'évolution des jeunes et de leur manière de s'engager peut-être? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors dans les recherches sur l'engagement, vous allez avoir deux types de perspectives. Soit des travaux qui vont porter plutôt sur un type d'engagement ou une thématique, par exemple l'engagement syndical, ou alors aujourd'hui il y a beaucoup de travaux qui se développent sur l'engagement des jeunes dans le climat, les transitions, etc. Donc avec des degrés de spécialisation, et puis des tentatives pour mener des enquêtes un peu plus transversales qui permettent là effectivement de pointer l'hétérogénéisation des formes d'engagement, c'est-à-dire que et de les considérer, c'est-à-dire que de ne pas avoir une vision restrictive ou légitimiste de formes qui seraient plus pertinentes que d'autres. Ce qu'on a beaucoup fait à une époque et aussi dans les discours. Donc aujourd'hui, d'intégrer vraiment toute la diversité de ces pratiques. Donc moi, je milite pour la prise en compte de l'hétérogénéité. Je pense aussi qu'aujourd'hui, on pense beaucoup plus l'engagement en termes de parcours, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup plus au parcours des jeunes. Vous avez vu là les personnes présentes ont commencé certains assez jeunes. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas commencer plus âgé. Il y a des parcours différents. On peut commencer enfant, mais on peut commencer aussi plus tard, dans d'autres circonstances. Donc, tenir compte des parcours, ça, c'est quelque chose qu'on fait davantage. Et puis, le troisième élément, si on devait caractériser là plus une évolution, c'est peut-être la question de ces fameuses politiques de citoyenneté, c'est-à-dire une vraie réinstitutionnalisation de l'engagement. Alors, c'est le service civique, c'est tous les dispositifs de consultation des jeunes, qui sont ça c'est un peu partout, voilà, c'est vraiment en filigrane. Ces politiques-là, elles se sont vraiment développées et accrues au cours des 20 dernières années, même 30 dernières années.
c'était pas si présent avant. Hein, c'était pas si présent avant. Lorsqu'il y avait des dispositifs, c'était beaucoup porté par les associations. Ça se faisait aussi beaucoup dans le cadre du ministère de la Jeunesse, des collectivités locales qui cherchaient à intervenir dans le champ de l'engagement, les conseils de jeunes, par exemple, conseils d'enfants. Là, on a vraiment une saisie par les pouvoirs publics cette question de l'engagement, avec bon voilà le retour du SNU. Hein, je pense que ça raconte quelque chose aussi sur le rapport des pouvoirs publics à l'engagement des jeunes et aux jeunes en général en France. On est quand même un des rares pays à avoir supprimé l'obligation militaire et revenir de 97, donc voilà, une dizaine de plus tard, à quelque chose qui serait à nouveau une expérience de mise en caserne des jeunes, d'encadrement des jeunes. C'est un peu surprenant parce que ça n'arrive nulle part ailleurs. Donc, on peut aussi s'interroger sur les évolutions en France. Et puis, si je peux me permettre, comme on est à Neuch Pro, je vais en profiter pour lancer une interrogation. Je pense quand on organise des tables rondes comme ça sur l'engagement avec des témoignages, c'est extrêmement important. Mais il me semble aussi que, alors on évoque les freins, les motifs, etc. Mais il me semble aussi qu'il faudrait, justement, Neuch Pro me semble un lieu pertinent pour ça, c'est travailler sur les professionnels, c'est-à-dire que les dispositifs publics, le service civique, il y a des tuteurs, dans les associations, il y a des personnes qui s'occupent d'engagement, dans les collectivités locales aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel qui finalement accompagne des jeunes dans l'engagement? En quoi il concourt à la fabrication de l'engagement? En quoi il le permet? En quoi il l'organise? En quoi il peut aussi produire du découragement parfois? Et tout ça, et quelles sont les professionnalités en fait? Qu'est-ce que ça veut dire que accompagner des jeunes dans le champ de l'engagement, de la participation? Je pense que c'est un point très important qui n'est pas nécessairement toujours travaillé. C'est un peu quelque chose qui me semble un angle mort en fait de l'analyse de l'engagement, avec des jeunes qui eux dans les enquêtes vont témoigner de la présence de ces adultes. Alors, soit ça va être des adultes qui vont être prescripteurs, le CPA, l'enseignant, l'animateur qui a proposé quelque chose, mais on a aussi des adultes qui vont être rejetés. On ne veut pas de leur présence, on veut leur présence à certains moments, et avec des adultes qui vont parfois craindre de perdre la main sur les projets, les dispositifs, etc., sur l'accompagnement. Et ce travail, en fait, il me semble, d'accompagnement des jeunes, ou de soutien, ou tout ce que vous voulez, développer le pouvoir d'agir, on peut, mériterait, à mon avis, un travail plus approfondi sur qu'est-ce que ça engage comme professionnalité, mais qu'est-ce que ça engage aussi comme rapport de ces professionnels aux jeunes et à leurs engagements. Parce que si vous avez effectivement des professionnels qui aimeraient que les jeunes s'engagent, mais qui sont pas tellement convaincus par leur capacité à s'engager, on est mal parti. Donc du coup, ça veut dire que il faut aussi des professionnels eux-mêmes engagés autour de ce soutien à une pratique qui reste particulière. Et voilà, c'était un peu le message que je voulais adresser, parce que pour moi, c'est vraiment un angle mort de l'analyse de la relation entre les jeunes et les professionnels qui les accompagnent au quotidien ou ponctuellement. Marie, sur l'angle mort qu'évoque à l'instant Valérie Becquet et l'idée de se projeter et de travailler un peu plus finement sur les métiers qui accompagnent les jeunes, c'est un constat que vous partagez? Moi, je voudrais déjà remercier Valérie Becquet, parce qu'avant même la naissance du service civique, elle a aidé en fait à analyser, il y a peu de chercheurs en fait qui s'intéressent quand même à ces questions-là et qui ont une telle longévité et constance dans l'analyse, et c'est hyper précieux, parce que ce qui nous a permis, ou ce qui m'a permis et nous a permis de convaincre, c'est aussi d'avoir des données
de mesurer l'impact, de regarder en quoi cette étape dans la vie, ça change le parcours des jeunes, etc. Et sans elle, en l'occurrence, pour nous, je pense qu'on n'aurait même pas réussi à convaincre de faire naître le service civique. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est pour tout le monde, parce qu'après, je vais partir dans la salle. Je trouve que on fait, parce que je fais encore un peu partie, un travail vraiment ingrat, mais hyper important, et que les acteurs de la jeunesse, qu'ils soient dans les collectivités territoriales, les mouvements d'éducation populaire, je trouve qu'on est globalement un peu la dernière roue du carrosse, souvent, en tout cas dans ce que je perçois à Paris, dans les sphères, alors que c'est comme même là l'espace de créativité, d'espoir, enfin, que vous faites un travail remarquable. Je sais pas comment vous le dire, parce que je ne sais pas qui est dans la salle, mais je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes des acteurs qui vivent ça au quotidien et que c'est pas évident, mais que de travailler ensemble entre les associations, les référents responsables jeunesse des collectivités territoriales, les référents dans les services de l'État, en tout cas sur ce que j'ai pu vivre, c'est vital de le faire ensemble, et ça me permet de répondre à la question sur la capacité ou la non-capacité qu'on a parfois à faire ensemble. On parle beaucoup de co-construction, de blabla, etc. Mais en fait, c'est quand même très difficile. On le voit, il y a des appels à projets, il faut être en alliance, en consortium d'acteurs, etc. Mais en fait, tout le monde galère parce que c'est hyper difficile. Or, c'est vrai que, pour le coup, il y a que comme ça que ça marche. Ça, c'est ma deuxième petite remarque pour rebondir. Je ferai pas de commentaire sur la question du SNU. D'ailleurs, tout à l'heure, ils se sont embrouillés entre service civique et SNU, etc. Ça me désole. À la limite, il faudrait que ça s'appelle autrement, juste pour éviter de polluer ce qu'on dit sur le service civique. Faudrait pas qu'il y ait le terme service peut-être dans l'autre, et que ça s'appelle ce qu'ils veulent, ces jours de ce qu'ils veulent, mais c'est de toute manière pas un service national. Dans le sens, c'est un temps d'instruction. Moi, j'adhère pas, mais bon, je peux comprendre qu'on puisse adhérer, je ne sais pas. J'ai pas d'avis, mais en tout cas, c'est pas un service national, et ça a pollué beaucoup les messages qu'on essayait de faire passer sur le service civique. Donc ça, c'est mon petit commentaire sur la parenthèse SNU. Et puis, peut-être la dernière, c'est un appel à nous tous à se dire qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est pas accompagner les gens, enfin, en tout cas, moi, et nous, j'espère, à Unicité globalement, c'est juste de créer des espaces sur ces thématiques d'engagement, c'est créer des espaces, des lieux, des opportunités pour que les jeunes puissent faire. C'est pas à nous de faire c'est que, en fait, ce que ça a créé, Unicité ou le service civique, c'est juste un espace où des jeunes qui veulent être utiles peuvent être utiles. Mais nous, on a juste créé je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais on fait pas, voilà, ils sont acteurs, mais on fait rien. Il y a beaucoup de jeunes tout le monde veut être utile, mais c'est pas à quelle porte il faut frapper, en fait. Donc, en tout cas, pour moi, ce qu'on doit créer, c'est ouvrir les portes pour qu'ils puissent faire et agir et écouter. Les espaces de concertation, c'est ce que disait Théo. Moi, j'étais au CESE, et c'est pour les adultes et pas spécialement de jeunes, puisqu'il y avait 4 places pour les mouvements de jeunesse. Mais c'est un peu pareil. Les instances de consultation, c'est des instances de consultation. Le drame des politiques publiques en France, c'est qu'on te consulte, mais on te dit pas ce qu'on a fait de ta consultation. Donc, c'est valable aussi pour ça dépend qui, mais le rôle, il est des deux côtés. Il est de se faire entendre, mais que l'autre entende, et qu'il y ait une redevabilité des politiques envers leurs instances de consultation. Pour moi, c'est la base pour que ça marche, ces trucs. Merci Valérie Becquet d'avoir été avec nous pour intervenir sur ce champ que vous connaissez bien. Et en visio, on peut vous applaudir. Et merci à Marie Trélécan, présidente d'Unicité, et à Vincent Clay, ambassadeur d'Unicité. Si vous voulez plus d'informations sur Unicité, sur le service civique, ils sont en bas, ils sont là pour vous renseigner. Nous surtout, n'hésitez pas pendant la durée des Nudge Pro pour aller les voir et discuter avec eux et avec les jeunes qui seront présents. On va maintenant ouvrir une autre séquence avec un zoom sur une association, et donc je vais inviter son président Roland Herriot et son directeur Jean-François Miralles, directeur et président de l'association Innov à Grenoble, qui vont nous rejoindre. Bienvenue à tous les deux. Roland donc et Jean-François, président et directeur donc de l'association Innov, association grenobloise, et on va parler avec eux de la place qu'on laisse aux jeunes, de l'expression qu'on permet aux jeunes, et puis du pouvoir qu'on leur donne pour ne pas être, comme disait Théo tout à l'heure, uniquement sur la photo pour montrer qu'on a parlé des jeunes avec les jeunes, mais de leur donner une juste place. Et on aura après les réactions à tout ça d'Augustine, de Lian, etc.
Peut-être en quelques mots déjà nous présenter Innov, association née en 2015, donc assez récente. Oui, donc sur la forme, en fait, Innov est la résultante d'un appel à projet du, euh, du PIA, c'est un plan d'investissement d'avenir, voilà, donc un PIA spécifiquement jeunesse. Donc on a été l'une des seules associations élues, hein, les autres c'est plutôt des départements, des grandes collectivités territoriales. Donc on est vraiment original dans le paysage. Alors, Innov, c'est aussi le constat. Hein. Pourquoi on a déposé un projet? On faisait le constat que, d'abord, l'implication des jeunes était souvent invoquée, mais pas réelle. Donc, on avait vraiment l'envie de donner un pouvoir réel aux jeunes. On vous expliquera de quelle façon, quelle méthodologie on a mis en œuvre. On a aussi constaté qu'il y avait un millefeuille associatif dans l'agglo grenobloise, mais je pense que c'est partout pareil en France, où finalement des tas d'associations voient le même jeune, mais au travers de divers prismes, mais sauf que ce millefeuille n'est pas pour eux et il n'y a pas de communication. On l'a aussi entendu dans les critiques tout à l'heure, enfin dans les commentaires. Et puis enfin, on voulait favoriser l'initiative des jeunes, c'est-à-dire pas seulement être donneur d'ordre, les écouter et puis quelque part les accompagner pour qu'ils montent leur projet. Donc voilà, donc en résumé, Innov, c'est 70 associations avec lesquelles on a collaboré, c'est une cinquantaine de projets, c'est 45 projets jeunes. On avait monté un fonds de dotation jeunes et les jeunes arrivaient avec leur projet. Et enfin bref, on a mis une méthodologie pour les aider à affiner leur projet, pour qu'ils puissent effectivement aller au bout. On les aidait non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Et puis au final, sur les 5 ans, on a dû toucher environ une petite dizaine de milliers de jeunes, hein, entre 8 et 10 000. Voilà. Là, en résumé, Innov. Quand on dit jeune chez Innov, on s'adresse à quelle tranche d'âge? Alors là, on est plutôt large. Hein. Là, pareil, on n'a pas fait de catégorie. On va du collège, 13 ans, aller jusqu'à presque 30 ans pour des jeunes qui pouvaient effectivement avoir une idée de jeunes pousses ou de monter une activité, mais vraiment dans ces premières, je dirais, heures. Voilà. Jean-François, l'objectif pédagogique, si je le comprends, de l'association, c'était vraiment de travailler sur le plan pédagogique pour intégrer les jeunes davantage dans les process de décision et qu'ils aient vraiment un pouvoir et qu'ils ne soient pas là uniquement. Alors, on consulte les jeunes pour avoir leur avis, puis après on en fait d'autres affaires. Ouais, en fait, là depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la question de l'engagement. Nous, on a essayé d'aller plus loin que sur la question de l'engagement, parce qu'en fait, là, dans la salle, tout le monde est d'accord. En fait, il y a toujours le discours engagez-vous, engagez-vous. On est tous d'accord. Toujours sur le fait que les jeunes prennent des initiatives, osent leurs initiatives et se lancent dans des projets. Tout le monde est d'accord. Par contre, dès lors que on va les associer à la décision sur des choix éthiques, des choix politiques, des choix financiers, là il y a moins de monde. Et en fait ça, c'était la question du partage du pouvoir. Donc en fait, il y a dans tout ce qui est proposé, dans tous les dispositifs, etc. Bien sûr que c'est très très bien par rapport à des questions d'estime de soi, par rapport à l'apprentissage de compétences, etc. De pousser et d'encourager l'engagement des jeunes. Après, il y a vraiment une interrogation sur la place qu'on leur fait dans la façon dont on décide des politiques publiques, notamment celles qui concernent la jeunesse. Concrètement, il y a toujours un côté allez-y, mais par contre là c'est trop sérieux, c'est moi qui décide. Ça a été un peu dit tout à l'heure comme ça, et donc nous on a été jusqu'au bout en disant l'association, tout ce qu'on va faire, tout ce qui va être, on avait des sous qui étaient donnés par l'État, tout un tas d'expérimentations. Ça sera décidé avec les associations, avec les communes et avec les jeunes. Et tout le monde aura le même pouvoir. Et donc, on a un comité de pilotage qui décidait de tout ça, et les jeunes y participaient. Et ils pouvaient aller non seulement choisir d'inscrire tel ou tel programme, mais donner de l'argent, et donc ils pouvaient donner jusqu'à 20 000 €. Et ils avaient le pouvoir tout seuls de pouvoir voter des décisions de cet ordre-là. Ça, c'est, je dirais, le haut de, c'est voilà, on a nous défini ce qu'on a appelé un escalier d'implication. Et le haut, c'est effectivement l'engagement des jeunes à participer au COPIL pour la décision de tout ce qui peut se faire sur la question des matières jeunesse, et que ça soit pas forcément le projet du jeune qui vient parler de son projet, mais sur un ensemble. Après, il faut redescendre. En fait, on peut claquer des doigts. C'est facile de dire engagez-vous, engagez-vous. Comme ça a été dit, il y a le public jeune est hétérogène, et il y a
plein de jeunes qui s'engagent pas pour plein de raisons. Souvent, on l'a vu par des questions de méconnaissance, etc., mais aussi d'estime de soi ou d'accompagnement, tout simplement. Enfin, tout ça a déjà été vu tout à l'heure. Mais en fait, il faut aussi créer cette première marche. Donc, nous, on avait décidé dans Innov de travailler sur la notion d'agora, une instance, un lieu qui permette à des jeunes dans un quartier, dans un collège, dans un lycée, dans une commune, dans un territoire rural ou urbain, etc., de se regrouper et de commencer à échanger ensemble, de façon intergénérationnelle ou pas. Des fois, c'est bien qu'ils soient seuls, tranquillement, à discuter entre eux. Et il y avait 3 choses qu'on voulait travailler avec eux. C'est effectivement l'expression, la capacité à s'exprimer sur des sujets de société ou de ce qu'ils veulent ou du territoire, etc. La capacité à choisir. Donc déjà là, dans la première agora, il y avait des projets de structures qui étaient proposés, des structures qui avaient des idées pour faire des choses avec les jeunes et qui en parlaient. Et les jeunes, ils donnaient déjà un premier avis. Ouais, c'est super, ça vaut chi. Il y avait des curseurs, ils devaient remplir et ça donnait une tendance. Il n'y avait pas de droit de veto à ce niveau-là. Il n'y avait pas de droit de veto parce que c'est des jeunes qui étaient dans le territoire et qui voyaient des projets d'un autre territoire. Voilà. Et puis après, il y avait la capacité à agir. Et là, c'était la bourse aux idées avec toutes les soutiens, les accompagnements qu'il pouvait y avoir. Ça, c'était la première chose pour, je dirais, impulser quelque chose au niveau des jeunes, pour donner envie, pour leur permettre aussi d'accrocher cette première marche. La deuxième, c'était ce qu'on appelle les ateliers d'idéation, c'est la coopération. On en a parlé à l'instant, on va revenir sur cette question de coopération, qui est à la fois, c'est une belle idée et mauvaise idée en même temps. On va en reparler parce que, voilà, en tout cas, coopérer, c'est indispensable, sauf que c'est pas inné. Et les structures, moi je suis de l'éducation populaire, on a quand même été bien habitués à être en concurrence entre nous-mêmes aussi, hein. Et donc il a fallu réinterroger la capacité des gens à travailler ensemble. On l'a refait en obligeant la coopération et en mettant en place des méthodes qu'on appelait ateliers d'idéation, dans lesquels il fallait obliger à ouvrir des partenariats, obliger à inviter des jeunes, obliger à inviter des gens qu'on ne connaît pas forcément et pas simplement l'association copains, copines, etc. Et puis après, c'est à ce moment-là simplement quand les choses étaient discutées avec une méthode, j'ai pas le temps de tout préciser, mais un peu brutale parfois, hein, où les gens ils expliquaient, puis après ils devaient se taire et on causait sans eux, parce que sinon c'est du tac au tac de justification. Et après simplement le projet était préparé et proposé en comité de pilotage où les jeunes étaient participés aussi. Voilà. Tout ça c'est un peu le processus. Mais par contre, ce que je voudrais dire sur la question de la place des jeunes, c'est que le message premier, en dehors de la coopération, en dehors de la gouvernance partagée, sur la réinterrogation de la place des jeunes. Et c'est ce qui a animé les 5 ans sur lesquels on a expérimenté, c'est comment à un moment donné, on sort avec toutes les structures, les institutions, on sort d'une logique où en fait le jeune, quoi qu'on en pense, c'est un public bénéficiaire. Et comment on réinterroge la place des jeunes pour leur dire vous êtes usagers et acteurs. Donc à ce titre-là, vous avez des choses à dire et à faire, même si l'idée ne vient pas de vous, même si à un moment donné, il y a des choses qui ont été proposées, comment vous réappropriez et comment vous le changez peut-être, en tout cas, comment vous prenez la balle. C'était indispensable. En comité de pilotage, aucune association ne pouvait présenter quelconque projet sans expliquer la place des jeunes. Soit c'est des jeunes qui venaient en parler, au moins on était sûr qu'ils connaissaient le projet, soit il y avait une vidéo, soit il y avait un truc radio, soit, peu importe. Ils se débrouillaient comme ils voulaient, mais il fallait forcément qu'à un moment donné, il y ait un témoignage quelconque qui montre que c'est bien un projet dans lequel les jeunes sont des acteurs. Parce que sinon, vous le savez bien, et moi aussi le premier, on est beaucoup capable de parler de la jeunesse. On est beaucoup, même des fois capable de parler à la place des jeunes. Hein, il faut toujours se méfier de nous-mêmes là-dessus. Hein. Mais quand on doit travailler sur la question de la place des jeunes dans un projet, il faut absolument que des jeunes puissent se l'approprier, ou même en être les auteurs, les compositeurs et les réalisateurs. En tout cas, tout ce qu'on veut, mais jamais spectateurs. Quand vous alliez dans les communes peut-être proposer ce type de concertation plus, on va dire, peut-être pour certains élus, quelle réaction vous aviez? Est-ce que c'était facile pour les élus de laisser la juste place? Alors, je vais peut-être choquer, mais au départ, enfin, dans les communes, souvent, dans beaucoup de communes, quand on parle de jeunesse, ça s'arrête au centre de loisirs, donc à 13 ans, quoi. Au-delà, travailler des questions de politique jeunesse, etc., c'est des choses qui n'ont pas été forcément pensées. Ou en tout cas d'aller jusqu'à la question de la concertation, de la place des jeunes dans la commune, leur avis sur la commune, tout ça. Donc nous, effectivement, on essaie un peu d'avancer cette démarche. Les jeunes ont des besoins, ont des choses à dire, des choses à faire, des choses que vous pouvez faire ensemble, etc.
encore faut-il les écouter, comme c'était dit dans la vidéo, que chacun s'écoute, mais qu'à un moment donné, il y ait plus qu'une écoute en fait. Et c'est pas que l'écoute en fait. Je vous ai bien compris, c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin. C'est je vous fais confiance. Voilà, on fait ensemble, je vous fais confiance. Voilà. Et ça, il y a des communes où en fait, il faut se le dire, les réflexions sur la jeunesse n'en sont pas là. Voilà. Ah, vous avez cité l'exemple du cas où vous aviez il y avait un budget de 20 000 euros que les jeunes pouvaient vraiment distribuer, attribuer en fonction des projets. Vous avez d'autres exemples concrets comme ça où vous considérez que dans le projet que vous avez proposé, vous avez laissé la juste place, ce qui était peut-être pas forcément inné, naturel au départ? Ah ouais, alors dans le projet Boost, par exemple, le fonds de dotation jeunesse qu'on a mis en place, il y avait un jury avec des lauréats jeunes, des associations et des communes. Et donc, c'était la décision qui était prise ensemble d'attribuer des bourses. Pareil, hein, de la même façon. Alors, les bourses étaient moins importantes. On était sur des plus petits projets de jeunes, mais en tout cas, et uniquement gérés par des jeunes. Il pouvait pas y avoir d'association là-dedans. Et là, c'était partagé. Par contre, on a été sur un truc sur lequel le PIA a accepté, et c'était pas gagné d'avance. PIA donc était le gestionnaire, c'était l'ANRU pour le compte qui c'est qu'il y avait, anciennement Jeunesse et Sport, et puis le commissariat à l'investissement. Ils avaient accepté qu'on soutienne des projets d'ordre privé des jeunes, et on travaillait avec les jeunes la question de la réciprocité. En fait, on part du principe que quand on a 18 ans, il y en a plein, hein, on le voit bien sur la question de la transition écologique, ça a été dit, il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées, je dirais, qui œuvrent pour l'utilité publique, pour l'environnement, etc., ou social ou autre. Mais il y a aussi la sphère privée qui est un bon moteur aussi de projet pour s'épanouir et pour avancer. Et il faut pas le mettre de côté parce que c'est du privé. Donc on avait proposé qu'à un moment donné on puisse financer les choses. Par contre, il faut qu'il y ait un retour. Concrètement, c'est un deal. Si on te donne de l'argent pour faire ton projet, qu'est-ce que tu rends? Comment tu le rends? Et les jeunes devaient passer en commission avec d'autres jeunes, etc., en expliquant très clairement. S'ils nous disent, ouais, je vais dans un collège, lequel, quand, comment, quel prof? Et ça marchait plutôt bien. Et ça, c'était tout un petit processus. Et le PIA, qui distribuait donc de l'argent public que nous, Innov, on redistribuait avec l'ensemble des associations, avait accepté de soutenir ça pour peu qu'il y ait effectivement cette réciprocité. Vous disiez que vous travaillez aussi bien avec des collégiens, des lycéens, même des jeunes adultes, avec les missions locales, etc. Comment vous appréhendez le public aussi différent, d'accompagner un projet, un dispositif dans une commune avec des jeunes de 12-13 ans, et puis des projets de jeunes de 25 ans avec une maturité différente, avec un engagement différent, avec un parcours citoyen différent. Comment vous faites pour appréhender tout ça? Et adapter en fait en fonction des publics aussi? Bon, en fait, tout à l'heure on a parlé de l'escalier d'implication. En fait, on allait cette première marche, on allait vers les différents publics. On a fait des agoras dans des missions locales, on en a fait dans les collèges, on en a fait dans des communes avec des élus. Enfin voilà, donc en fait, on a multiplié les endroits où on peut collecter la parole et faire ces premiers niveaux de décision. Et on a fait des battles d'idées, on a fait des cafés idées. Donc il y avait une petite dizaine de jeunes qui pouvaient être seuls ou en groupe, qui présentaient leurs idées, puis on passait d'une table à l'autre. Et à la fin, on pouvait faire des premiers commentaires, on mettait des grands tableaux et on faisait des premiers échos au projet en direct et puis et a posteriori. Donc voilà. Donc en fait, on a diversifié au maximum les lieux de rencontre. Alors, on a été même, donc je vois, il y a Clément. Bonjour Clément. On a été on travaille sur la sphère d'éducation nationale, parce que vous savez maintenant que éducation populaire et éducation nationale sont ensemble, éducation formelle et non formelle sont ensemble, donc il y a des choses à apprendre logiquement de l'un à l'autre. Bon, il y a un petit côté le mammouth et la souris, mais bon, on a mis en place avec le département. Tout à l'heure, Monsieur Riboulet parlait de, c'est pas les dispositifs, c'est le sens qui construit le dispositif. Le département de l'Isère a accepté de modifier son propre dispositif qui s'appelle le parcours initiative collégienne citoyenne pour qu'on puisse faire des agoras dans les collèges. Concrètement, en 2 mots, c'est pour vous dire ce qui était intéressant sur comment ça changeait la focale et de tout le monde. Comment on change un peu voilà, on bouge les lignes de tout le monde.
En 2 mots, concrètement, c'est un catalogue d'activités pour aller à Saint-Antoine-l'Abbaye, au musée de la Résistance, faire une journée de découverte de ski de fond, etc. Très très bien, tous les élèves sont partants, hein. Ça fait sauter une demi-journée de cours et tout ça, on est tous d'accord. Sauf que ça n'a rien de citoyen, en fait, ça n'a rien de citoyen, c'est très bien pour la découverte, l'épanouissement, la culture, le patrimoine, tout ça, ça n'a rien de citoyen. On a proposé au département en disant, si vous parlez de citoyenneté, arrêtons de cette tarte à la crème, parce que tout le monde en parle, hein, de la citoyenneté. Arrêtons cette tarte à la crème. La citoyenneté, ça s'exerce. Vous, dans le clip tout à l'heure, vous parliez, il y avait le truc, les jeunes, vous désolez que les jeunes ne votent pas. Bah oui, tous les 5 ans, on se désole que les jeunes ne votent pas, mais en fait, pendant 5 ans, on fait rien. Dans l'école, on n'apprend pas ce truc-là, on parle pas de politique, on parle pas de religion, mais de fait, on n'en parle pas du tout, quoi. Voilà. Et en même temps, donc, on n'apprend pas à des jeunes à dire, oui, j'ai des capacités de m'exprimer, j'ai des capacités à choisir, et j'ai même des capacités à agir. Et donc, les agora collèges, pour aller très vite, dans le pic, là, on leur a dit, on exerce la citoyenneté. 2 choses. On va faire une agora dans un collège, tous les collégiens. 700 élèves, on les prend tous en agora. Donc, on arrive avec une équipe de 20 personnes, hein. Avec un travail de recueil de parole, c'est les élèves qui décident comment ils vont récolter la parole pour savoir de quoi on va causer avant. Sur l'organisation, là c'est nous qui animons, on est de l'éducation populaire, on a des techniques d'animation, etc. avec l'ensemble des élèves sur 2 choses. La première, c'est les fonctionnalités du collège. Un troisième, il connaît même mieux qu'un prof, des fois, comment le collège il fonctionne. On lui demande jamais son avis. Par contre, je peux vous dire, j'ai plein d'anecdotes sur comment les collégiens ont réglé des problèmes sur lesquels on les prenait pour des petits délinquants, parce qu'ils s'appuyaient parce qu'ils faisaient de l'eau, parce qu'ils machin, enfin bref. Alors qu'en fin de compte, c'était des problèmes de trop pression d'eau, c'était un miroir qui était trop haut, enfin, voilà. Si vous saviez le nombre d'anecdotes sur lesquelles ils ont proposé des solutions, tout à fait. Direct, avec grosse fin, grande assiette, petite assiette, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, les fonctionnalités d'un collège, comment les collégiens peuvent être associés à voilà le problème, voilà ce que nous on vit comme problème, voilà ce qu'on propose comme solution. Ça remontait obligatoirement au conseil d'administration. C'était une obligation, sinon on n'allait pas, en fait. La deuxième chose, c'est comment on développe 3 actions et les jeunes se mettent d'accord. Il y en a au moins 40 ou 50 qui sont produites, travaillées, mais ils votent. Il y a plusieurs tours, il y a machin, ils font leur campagne et tout ça. 3 actions en lien avec le collège sur lesquelles les seuls maîtres d'œuvre, c'est les collégiens. Et c'est voté. Le principal n'a pas le droit de revenir sur le vote après que ce soit voté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arrivé une fois. Je dis, mais oh, c'est un déni de vote. Moi, la prochaine fois qu'on me dit ce que j'ai mis dans l'urne, ça sert à rien, je n'y vais plus pour le reste de ma vie. Voilà. Et donc, ça paraît anodin, mais vous savez quoi, on parlait tout à l'heure du partage du pouvoir. Quand on parlait eh ben, c'est la même chose dans un collège. Les collèges, l'administration qui a accepté ça, a accepté de revoir, non pas de partager le pouvoir, c'est pas cette question-là, mais de revoir comment, à un moment donné, on intègre les jeunes dans un peu une transversalité sur leur rôle d'usager, d'acteur et du lieu qu'ils vivent. C'est leur deuxième maison. Et quand le collège, dans son ensemble, accepte tout ça, je vais vous dire qu'il y a des pas de géants qui sont faits. Et ça, c'est donc un truc avec le département, et c'est donc le département qui a revisité son propre dispositif pour aller sur ça. Dernière question, Jean-François, peut-être sur, ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant que vous accompagnez des jeunes donc d'Isère. Est-ce que vous avez des indicateurs en termes d'évaluation de l'impact que peut avoir la pédagogie que vous avez, peut-être un petit peu différente dans la place que vous leur laissez? Est-ce que vous avez des choses que vous arrivez à toucher du doigt, ou alors est-ce que, comme beaucoup d'évaluations de politique publique, ça reste quand même très compliqué? Alors, il y a des choses positives et des choses négatives. Alors, je vais être peut-être un peu brutal parfois. Bon, c'est comme ça. On est préparé, c'est bon. Donc, Bon, d'abord, ça a été compliqué puisqu'on a fait ça pendant 5 ans. On s'est pris 2 années de Covid. Vous imaginez comment on peut faire des agoras dans l'espace public en période de Covid. Voilà. Donc la première marche de toute notre escalier d'explication, elle est tombée. Il fallait passer à la deuxième directement, ça devenait compliqué. Donc on a fait les battles d'idées, on a fait les cafés idées, tout ça, mais ça a été compliqué. Donc on n'a pas réussi pour poursuivre cette dynamique d'agora, à part dans les collèges où là c'est vraiment ça fonctionne très très bien, et dans les lycées qu'on a commencé aussi. Et ça c'est quand même un regret parce que c'était ce b.a.-ba et cette première marche qui était intéressante, sur lesquels on travaillait avec les animateurs de quartier. Enfin, il y a tout un travail en amont. Vous imaginez qu'à un moment donné, on n'arrive pas à mobiliser les jeunes en disant tiens, tu vas faire une agora. Voilà, il y a un peu plus de travail que ça avec tout l'environnement d'un quartier, d'un territoire rural et autres. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu qu'effectivement, Innov a bien impacté sur le territoire urbain, agglomération grenobloise. Par contre, les territoires semi-ruraux
ou ruraux, parce qu'il y en a quelques-uns quand même de l'agglomération, concrètement, il n'y avait pas grand-chose avant, et il n'y avait pas grand-chose après. Ça n'a rien changé en fait. Et donc là, le département nous demande, et on a commencé de faire une action spécialement en zone rurale ou semi-rurale. Alors il y a beaucoup moins de jeunes, hein, c'est clair. Et d'ailleurs, on parle pas le chiffre, hein. Ou alors on parle C'est un pourcentage. en pourcentage. Voilà. En pourcentage, on touche 80% des jeunes de la commune. En chiffre, il y en a 20. Voilà. Par contre, le travail est d'une autre qualité parce qu'on travaille avec les élus, on travaille avec les quelques associations, on travaille avec les parents d'élèves, etc. Là, on a commencé ce travail-là, c'est assez intéressant. C'est vrai que ça fait bouger tout le monde. Des élus politiques qui disent de ces communes-là, on parle de politique jeunesse, on parle de bourses aux initiatives, on parle de trucs comme ça. Oui, ça les amène au-dessus du centre de loisirs. Qu'est-ce qui se passe au-delà du centre de loisirs? Ils en sont conscients, hein, ils se posent la question. Hein. Tout le monde se pose la question. Par contre, les moyens, la façon d'y aller, tout ça, ils sont désemparés en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais donc concrètement, au sortir de l'Innov, il y a quand même des inégalités. Hein. En milieu urbain ou rural, les inégalités, elles sont restées. La troisième chose, c'est l'engagement. On a travaillé une gouvernance partagée. Il y a des associations, des communes, les institutions, les collectivités territoriales des jeunes. On s'est aperçu assez rapidement qu'on a perdu les communes et les collectivités territoriales. La plupart nous disaient oui, mais dans le conseil, s'il y a un conseil d'administration, on peut pas, c'est gestion de fait. Ouais, mais ça saoule, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme ces gestions de fait, on voit jamais les institutions, alors même qu'on est en train de travailler de gouvernance partagée. Donc ça, c'est un vrai problème. Là-dessus, donc après, on est arrivé, il y a plein d'associations, mais il y a que des associations et des jeunes. On n'a pas réussi cet objectif de triptyque, en fait. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Et la troisième chose, ça rejoint ce que tu disais sur Marie, ouais, sur la question de la coopération. Aujourd'hui, concrètement, oui, tous les appels à projets, il faut coopérer. Des consortiums par-ci, des consortiums par-là, etc. Moi, fondamentalement, on trouve ça chouette, sauf que faut pas se tromper. La plupart du temps, c'est pour des mutualisations, c'est pour faire des économies d'échelle, en fait. Hein. La coopération ne coûte pas moins cher. Voilà. Sauf que quand il y a un appel à projet sur une coopération et qu'on travaille ensemble, c'est le cas pour Innov, on a une grosse difficulté aujourd'hui à trouver des financements pour des projets d'envergure coopérative, parce qu'il faut trouver 2, 3, 4, 5 fois plus d'argent, puisqu'en fait, on est 10 derrière. 10, 30, voilà. Et en fait, ça marche pas. La coopération, ça marche quand c'est un appel à projet, ça marche pas du tout quand on veut décider de rejoindre le droit commun. Ça marche pas du tout. Et en fait, on retourne tous aux premières heures, c'est-à-dire chacun pour soi. Ça, c'est raide. Voilà. Ça, c'est un peu raide. Noé, Ethan, Lilian, dans ce que vous venez d'entendre, est-ce que dans votre parcours, vous, dans l'engagement que vous avez eu, vous avez des projets comme ça que vous pouvez peut-être nous présenter en quelques secondes, sur lesquels vous avez trouvé que vous avez laissé ou vous avez pris la bonne place qui était la vôtre, ou à l'inverse, des projets où on vous a peut-être moins impliqué, alors que vous aviez peut-être plus de choses à dire? Est-ce que dans votre parcours, c'est déjà arrivé? Qui c'est qui veut s'exprimer? Lilian? Je commence alors. Alors, dans les différents projets, il y en a eu plein, mais c'est compliqué parce que souvent, je prends l'exemple du lycée avec le CVL, où au lycée, on a des projets qui nous sont proposés par le conseil d'administration ou la proviseure. On nous en parle, on prend une décision, et on nous fait « bah ça tombe bien parce qu'on l'a voté la semaine dernière ». Donc ça tombe souvent comme ça. Donc des projets, on sent notre place, c'est compliqué d'en trouver parce que souvent ça se fait, mais après. Et il y a si on a eu un projet qui était intéressant et que moi j'ai trouvé important de faire, qui a été quand j'étais au collège, quand j'étais vice-président du CVC, et ça a été une boîte à idées. En fait, ce que je trouvais dommage, c'est qu'on avait donc le conseil de vie collégienne, et on se réunissait, et souvent c'était qu'est-ce qu'on va faire? Et la proviseure, à l'époque c'était le proviseur, et le proviseur disait eh ben écoutez, on a les petits fours, et on dira qu'on a dans la photo du journal on a bien travaillé. Et les élèves, on savait pas ce qu'ils attendaient de nous, et j'ai trouvé que c'était important, que c'était notre rôle de mettre en place dans les salles de classe, les couloirs, l'entrée, le CDI, une boîte où les élèves pouvaient venir déposer leurs idées, leurs projets, leurs suggestions, les problèmes avec les professeurs. On nous a toujours dit, mais ça fonctionnera jamais, hein, qui c'est qui va venir écrire des trucs pareils? Et ben ça a fonctionné, parce qu'on s'en est retrouvé avec plus de 800 papiers, alors qu'on était un collège justement de 900. Donc ça avait bien fonctionné, et j'ai trouvé que c'était le rôle important justement des élus,
des élus élèves, sauf qu'on ne nous prenait pas assez au sérieux sur ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc moi je trouve ça très très chouette parce que c'est un peu ce qu'on fait différemment dans les agoras de collège. Mais par contre, une fois que vous avez toutes les idées, est-ce qu'on vous a laissé les mettre en œuvre? En tout cas, décider. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, ouais. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Hmm. C'est ça, la question. Parce que la question dans les projets de jeunes, c'est ça, c'est jusqu'où on vous donne du pouvoir en fait. J'ai envie de dire, ça dépend du degré. Le collège, je suis désolé pour tous ceux, s'il y en a qui représentent des collèges, on n'a aucun pouvoir, hein, il faut être franc. Le CVC, le CVC ou autre, ils partent du principe que le collège, nous ne sommes pas assez matures pour mener un projet, qu'on a besoin d'être encadré de A à Z, et que nos idées doivent être conformes à ce que le professeur a décidé. Donc les projets culturels qu'on a pu faire, les projets en partenariat, on a fait un projet une fois en partenariat avec une association sur justement l'engagement en histoire et les victimes de la guerre. Et on nous a fait non, on avait des idées et il a fallu les changer pour appliquer ce que le professeur avait décidé. Et au lycée, par contre, on était beaucoup plus autonome où il y a des projets qu'on a réalisés nous-mêmes. Hein, et je vois sur la précarité menstruelle pour les femmes. On était au CVL, pardon, on était majoritairement des gars. On pensait pas que ça intéresserait. Et au contraire, la proviseure avant estimait que ce n'était pas un sujet prioritaire. La nouvelle proviseure a estimé que c'était un projet important, mais au-delà, elle s'est surtout dit que le rôle du CVL était d'intervenir et qu'aucun professeur ou autre n'avait à remettre en cause les décisions du CVL et les décisions des élus du CVL, parce qu'on était élus par l'ensemble des élèves et qu'on n'avait pas à être remis en cause. Merci à tous les deux. Restez encore avec nous. Dernière intervention de cette table ronde qui va se faire en distanciel, en visio, avec Marie Caillot qui doit être normalement avec nous connectée, présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Bonjour Marie. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Vous êtes avec nous depuis le début, hein, vous aussi, pour écouter ce qui s'est dit. Vous êtes présidente du Conseil d'orientation des politiques jeunesse depuis le début d'année, hein, février seulement, donc depuis quelques mois. Votre regard pour conclure que cette table ronde va être intéressant. Peut-être déjà une réaction à chaud sur tout ce que vous avez entendu depuis bientôt 2 heures maintenant. Déjà, enfin, je suis très heureuse d'avoir pu participer même à distance parce que c'est vraiment passionnant. Il y a des très belles choses qui ont été dites. Peut-être quelque chose qui me fait réagir davantage, c'est ce que j'ai pu entendre sur ces dernières interventions où en fait on explique que c'est bien de faire pour les jeunes, mais que c'est d'autant plus nécessaire de faire avec les jeunes. Je peux que souscrire à cette idée, surtout que, enfin, simplement un chiffre qui pourra peut-être nous faire réfléchir collectivement. Sur le dernier baromètre de l'INJEP pour 2021, un chiffre qui est celui de 1 jeune sur 2 pense que de toute façon son avis ne compte pas. C'est 1 jeune sur 2, c'est donc assez conséquent comme chiffre et je crois que ça doit vraiment nous interroger sur quelle confiance on donne aux jeunes, quelle confiance, quelle image on leur renvoie et par rapport à ça, du coup, j'étais tout à fait d'accord avec l'intervention des messieurs qui sont passés juste avant moi. En début d'après-midi, les élus évoquaient la transversalité nécessaire dans les sujets de politique jeunesse. Peut-être tout simplement représenter en quelques mots le Conseil d'orientation des politiques jeunesse que vous présidez. C'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, donc le COJ, c'est une instance qui est placée auprès de la Première ministre et qui contribue à la coordination de toutes les politiques publiques relatives à la jeunesse. Donc nous, quand on parle jeunesse, on parle des jeunes de 16 à 30 ans. Sur des thématiques qui concernent aussi bien l'insertion que l'éducation populaire. Et cette instance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va réunir l'ensemble des acteurs concernés par les politiques, donc à la fois les collectivités territoriales, les représentants de l'État, mais vous allez aussi avoir des syndicats, des organisations de jeunesse et des jeunes, du coup. Et alors peut-être sur ce volet-là, vous précisez que ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui interviennent au sein du COJ, ils interviennent pour leur expertise. Ils sont pas là simplement en tant que plus âgés. C'est important de rappeler qu'on peut avoir moins de 30 ans et porter une expertise. Hein, c'est pas le talent ne s'acquiert pas au cours des années. Et donc, du coup, ces jeunes, ils vont aussi venir témoigner de ce qu'ils connaissent pour venir apporter des contributions au COJ. Et donc, le COJ, concrètement, il va avoir 3 missions. Le premier, c'est de participer à la coordination et au dialogue entre tous les acteurs. La deuxième, ça va être vraiment de porter une expertise sur ces politiques publiques. Et donc, à ce titre, il peut être consulté sur toute question d'intérêt général qui concerne le champ des politiques de jeunesse.
Et puis, il participe aussi à l'évaluation des politiques publiques. Et donc là, dans ce cadre-là, il va pouvoir adresser toute proposition qu'il juge pertinente pour améliorer les politiques publiques de jeunesse en France. Alors, il y a quelques mois, vous avez travaillé sur les grands défis pour la jeunesse. Est-ce que vous pouvez comme ça nous faire un zoom sur peut-être sur quelques points qui en ressortent et qui vous semblent importants pour illustrer tout ça? Tout à fait. Alors, simplement déjà un mot peut-être sur qu'est-ce que c'est que ce document. Les grands défis pour les jeunesses, c'est un document qui a été produit dans un contexte de début de mandat présidentiel. L'objectif, c'était d'avoir un document qui traitait des questions de manière très transversale, qui était force de proposition pour avoir une politique ambitieuse en matière de jeunesse. Donc, il a été construit par l'ensemble des membres du COJ et il a été largement diffusé. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur le site internet du COJ en tapant simplement Grand Défi et COJ sur un moteur de recherche. Je vous invite vraiment à le consulter. Et ce document, en fait, il a fait une focus sur un ensemble de thématiques qui sont très riches et diversifiées. Ça va concerner le logement, ça va concerner la santé, la culture, l'emploi, enfin beaucoup de thématiques qui concernent les jeunesses. Et puis peut-être, vous parlez aujourd'hui de ce qui nous intéresse plus particulièrement, la thématique engagement, parce qu'on en a parlé énormément. Il y a beaucoup de propositions qui sont en lien avec des propositions qui ont été faites par des intervenants, notamment, enfin, c'est pas anodin parce que notamment des personnes comme Marie ont pu aussi venir enrichir ce document sur le service civique notamment. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport sur le volet engagement? Plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est quand même important de rappeler que la jeunesse s'est engagée et qu'elle est largement engagée. On a quand même 1 jeune sur 3 qui fait partie ou participe aux activités d'une association. On a un ensemble de champs thématiques qui sont abordés. Et puis, on a une notion d'engagement qui s'élargit largement avec un engagement numérique de plus en plus important. Que ce soit sur Internet avec la signature de pétitions. On a vu aussi des grandes levées de fonds par des plateformes de streaming, des réseaux sociaux où on partage largement un ensemble de propositions. Enfin voilà, c'est un engagement qui s'élargit. Et donc, si on a un engagement qui s'élargit, alors je sais pas si vous m'entendez encore parce que je ne vous vois plus bouger. Ah bon, parfait, c'est bon. En tout cas, ce qui est intéressant de dire, c'est que si l'engagement il recouvre un champ de plus en plus large, néanmoins, l'engagement aujourd'hui, il n'est pas encore accessible à tous, et on voit qu'il y a un profil sociologique qui est surreprésenté dans l'engagement bénévole, qui est celui de jeunes qui ont un niveau d'études supérieures, donc des étudiants beaucoup, et des jeunes dont les revenus mensuels du foyer excèdent 2 200 € par mois, ou les parents sont propriétaires. Enfin voilà. Donc c'est plutôt des jeunes qui sont favorisés qui vont pouvoir s'engager. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un des grands enjeux. Enfin en tout cas, c'est un enjeu qui me parle vraiment énormément et qui, je pense, est à relever pour les prochaines années. Et par rapport à ça, peut-être faire le focus sur 2 défis. Alors c'est 2 défis parmi 32, donc ce sera forcément pas exhaustif et donc je vous invite vraiment à le consulter. Mais le premier défi, c'est mieux informer, sensibiliser les jeunes pour leur donner envie de s'engager et les accompagner vers l'engagement. C'est en fait rendre accessible l'information et valoriser la pluralité des formes d'engagement auprès de tous les jeunes. Et donc ça passe notamment par la mise en place d'une vraie éducation à l'engagement à l'école pour éviter les inégalités et mettre en place des actions qui permettent de découvrir en fait la diversité des formes d'engagement. Et ça peut se faire qu'en lien avec les acteurs associatifs et notamment les organisations de jeunesse, parce qu'on sait que l'éducation par les pairs, ça fonctionne extrêmement bien. C'est aussi informer et former l'ensemble des jeunes au service civique et donner globalement les moyens à l'ensemble des professionnels qui vont pouvoir travailler avec les jeunes, de les accompagner dans cet engagement. Et ça a été très bien dit précédemment. En fait, il suffit pas de dire on va accompagner les jeunes, c'est un vrai métier de les accompagner dans cet engagement pour faire en sorte que ce soit vraiment eux qui s'émancipent par l'engagement et pas l'adulte qui vient finalement faire à la place ou qui a envie de reprendre le contrôle. Ça, c'est un premier défi dont je voulais vous parler. Et le deuxième, en lien avec ce que je vous disais précédemment, c'est la nécessité de réaffirmer le besoin d'un soutien financier en fait pour développer l'engagement des jeunes.
Moi, quand j'ai commencé mon engagement, j'ai notamment été engagée dans une association qui s'appelle les Jeunes Européens en France. Et dans cette organisation, une des premières choses qu'on m'a dites, c'est tu vas voir, ça coûte de l'argent de s'engager. Parce qu'effectivement, on se déplace, on va prendre des cafés avec un tel pour discuter. Et tout ça, ce sont des frais qu'on n'a pas forcément en tête. Alors moi, j'ai de la chance, j'étais dans une organisation très structurée et bien financée. Et donc, tout ça a été pris en charge. Et donc, finalement, ça m'a peu coûté, sauf du temps. Mais ça, c'était un plaisir. Mais toutes les associations ne sont pas comme ça. Et donc, il est vraiment important de lever des freins financiers à l'engagement. Et pour ça, l'augmentation des financements pluriannuels pour les associations, c'est absolument nécessaire pour assurer leur stabilité, pour leur permettre de mieux se structurer et surtout pour leur permettre d'accompagner au mieux l'engagement des jeunes et que le frein financier ne soit plus un frein à l'engagement. Et puis plus globalement, c'est leur permettre aussi de développer leurs ressources humaines pour mieux accompagner les jeunes. Je terminerai avec une proposition qui a été évoquée furtivement tout à l'heure à l'occasion des échanges sur le service civique, mais qui me paraissent hyper importantes, c'est augmenter le budget du service civique et notamment rehausser l'indemnité. Parce qu'aujourd'hui, même si l'indemnité, elle est beaucoup trop faible pour permettre à certains jeunes de s'engager, et ces jeunes restent dans une grande précarité si ils choisissent de faire un service civique. Et donc, il faut absolument leur permettre de s'engager davantage sans que l'argent ne soit. Merci beaucoup, Marie Caillot, présidente donc, du COJ, Comité d'orientation des politiques jeunesse, pour ce Zoom que vous nous avez fait en distanciel sur le COJ, mais également votre vision que vous portiez sur la thématique de l'engagement. On va bientôt arriver au terme de cette table ronde. Peut-être un mot, on a commencé avec vous quatre, un mot pour terminer avec vous quatre. Si vous deviez retenir quelque chose qu'on s'est dit cet après-midi, si vous aviez peut-être un message à faire passer, quelque chose à dire, une phrase, voilà, qu'est-ce que vous diriez sur le thème de l'engagement au vu de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui? Noé ou qu'est-ce qui commence? Tu vois? Allez. Je tiens à remercier toutes les associations pour tout ce que vous faites. D'aider les jeunes, c'est incroyable. Et je vous remercie. Des remerciements d'Ethan. Noé? Non? Rien de spécial? Augustine? Merci d'être venu quand même, de nous avoir écoutés, même si on n'a pas beaucoup parlé. Et et qu'en fait, personnellement, j'ai compris qu'en fait, après le collège, il n'y avait pas que un lycée général ou un lycée professionnel, qu'il y avait beaucoup plus de solutions et que, au final, il y avait toujours une solution à ce qu'on voulait faire. Du coup, ça te permet de découvrir d'autres formes d'engagement que tu n'avais peut-être pas imaginé. Oui. Super. Ilian? Eh bien, je tiens aussi à remercier tout le monde. Merci de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Ce que j'en retiens, c'est que il y a encore beaucoup à faire. Écoutez, ça, à ce niveau-là, c'est pas fini. Et finalement, pour l'engagement, on a un besoin urgent de reconnaître l'engagement des jeunes. C'est vraiment le truc qu'on a parlé depuis le début. C'est vraiment, on a un manque de reconnaissance et qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ça, ce qui permettra, je pense, de faire avancer le reste autour. Marie Caillot nous disait les deux défis à relever, c'était la communication, l'information, le soutien financier. Puis qu'on rajoute le troisième avec la reconnaissance de l'engagement des jeunes. Merci à tous les quatre. Merci à vous et à l'association Innov. Merci à vous pour votre écoute, votre attention pendant ces 2 heures sur le thème de l'engagement.